les nombreuses réformes de l'université et de l'école depuis une trentaine d'années, et encore récemment, l'actualité en a pas mal bruissé, semblent avoir modifié de façon profonde à la fois la manière dont se passe l'enseignement, mais c'est plus important, la manière dont on conçoit et l'université et l'école. Alors je me concentrerai surtout sur l'université, vous comprendrez pourquoi, parce que c'est la modification de l'université qui ensuite a une conséquence sur l'école. Alors ces nombreuses réformes depuis, en gros depuis les années 70, semblent avoir essayé de répondre à un double impératif, à la fois un impératif idéologique qu'on a tendance à classer à gauche et un impératif économique qu'on aurait tendance à classer à droite. Les deux se rejoignant d'une certaine manière sous une figure qui est celle de l'utilitarisme. C'est l'utilité qui désormais préside à tous les changements, à toutes les réformes. Alors nous verrons que l'utilité peut être économique, mais qu'elle peut être aussi idéologique ou politique. L'une des conséquences de cette orientation nouvelle de l'école, ça a été d'abord l'idée d'ouvrir les écoles et d'ouvrir les universités. Et ça, c'est une révolution très importante qui commence dans les années 70. Il y a eu aussi l'idée qu'il fallait que l'individu s'y sente bien, ce qui était tout à fait neuf, puisque traditionnellement à l'école et à l'université, on est sans arrêt arraché à soi-même, et donc on ne s'y sent pas bien au quotidien. Le but, c'est de s'y sentir bien à la fin, pas en cours de route. Il faut que l'ennui disparaisse, donc l'effort disparaisse également. Il s'agit dans cette école et cette université, au fond, d'inventer la société de demain, la société de l'avenir, mais en restant un minimum connecté avec la société d'aujourd'hui. Alors, cette université que j'ai appelée l'université postmoderne, en m'inspirant du texte de Lyotard. Alors, Lyotard fait surtout, dans ce texte, c'est à 90% un constat et à 10% un projet. C'est l'ambiguïté de ce texte, qui est, dans le constat, est absolument brillant. Dans le projet, il peut être évidemment contestable. Il me semble que l'université d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'université qui existe déjà et qui se déploie graduellement sous nos yeux et qui sera demain l'université dominante essentiellement dans les départements de lettres et sciences humaines. J'aurai l'occasion de revenir sur la différence entre les départements de lettres et sciences humaines d'un côté, dans lequel d'ailleurs on peut graduellement inclure la faculté de droit, et de l'autre côté les facultés de médecine et de sciences qui sont assez globalement à l'écart de ce mouvement. Vous comprendrez aussi pourquoi. Cette université donc, que j'appelle postmoderne, elle me semble avoir subi, comme beaucoup d'autres choses, que Régis Debray appelle, il emprunte le terme à la minéralogie, ce qu'on appelle une pseudomorphose. La pseudomorphose, c'est le cas d'une substance qui change de nature sans changer d'aspect. Par exemple, la pyrite peut devenir de la limonite tout en conservant l'aspect de la pyrite. Pour nous, ça veut dire que les universités ont conservé leur nom. Elles continuent d'ailleurs de s'appeler des universités. Elles continuent d'être l'université de Montpellier, de Paris, de Toulouse, etc. Elles ont conservé une bonne partie de leurs bâtiments. Apparemment, on a conservé en grande partie les RAW. Il y a des professeurs, il y a des étudiants. Il y a encore des bibliothèques, et donc apparemment c'est toujours la même chose que nous avons sous les yeux. Cependant, si on regarde un petit peu ce qu'il en est à l'intérieur, on se rend compte que, surtout pour ce qui est des facultés de lettres et sciences humaines, etc., son contenu a radicalement changé, et nous avons probablement l'exact inverse que ce qu'était l'université à l'origine et ce qu'elle a été en gros jusqu'aux années 1960 à peu près. Alors, pour essayer de comprendre cela et pour fixer les choses, je vous propose de présenter les choses en 4 temps. Donc, ce n'est pas un plan dialectique thèse, antithèse, synthèse. Donc, je partirai d'une question simple qui nous fixera un cap et qui nous permettra d'avoir toujours un point de référence qui est qu'est-ce qu'une université ?
Ensuite, je me demanderai en quoi celle que nous avons sous les yeux peut être dite postmoderne. Dans un troisième temps, je me demanderai comment on en est arrivé là. Non, cette chose n'est pas arrivée du jour au lendemain. Et enfin, j'essaierai de faire un peu de prospective en se demandant ce qu'il y a à espérer ou ce qu'il y a à craindre, sachant qu'il y a probablement un peu des deux. Alors, qu'est-ce qu'une université ? Le mieux, probablement, pour réfléchir à ce que c'est qu'une université, c'est de partir d'un petit article de Simon Leys, vous savez, qui est mort il y a un an. Je ne sais pas si tout le monde connaît Simon Leys, qui est un sinologue belge qui a fait toute sa carrière en Australie. Son vrai nom, c'est Pierre Ryckmans, et Simon Leys, c'était son nom de plume quand il a publié une série de livres sur la Chine maoïste, dont il a démonté l'imposture et dont il a expliqué les mécanismes totalitaires. Le premier ouvrage est paru à la fin des années 70, qui s'appelait Les habits neufs du président Mao. Après, il y en a eu toute une série. Les sinologues français, souvent incompétents, se sont empressés de révéler que Simon Leys, en fait, c'était Pierre Ryckmans, de telle sorte qu'il soit empêché de retourner en Chine. On voit qu'il y a une mentalité de dénonciateur chez les maoïstes qui est assez ancienne. Donc il a pratiqué, lui, il était spécialiste de peinture et de littérature classique chinoise. C'est ça son domaine au départ. Ensuite, il se trouve que c'est aussi un grand amoureux de la mer. Il a fait une très belle anthologie de la littérature, de la mer en littérature. Il a écrit sur la traduction. Il a écrit tout un tas de chroniques sur différents sujets. Il a fait pas mal de traductions et du chinois, notamment les entretiens de Confucius. Il a traduit un ou deux livres de l'anglais, notamment un grand roman de la mer. Donc il est mort l'année dernière, mais avant de mourir, il y a une dizaine d'années, il a reçu un doctorat honoris causa à l'université de Louvain, dans son pays d'origine. Et en guise de remerciement, il a proposé un petit texte qui a ensuite été publié dans la revue Commentaire l'été suivant, donc en 2006, qui s'appelle « L'idée d'université ». Alors il propose une définition qui s'inspire d'une citation de Flaubert. On voit que c'est un homme de lettres. C'est une lettre à Tourguenieff, où Flaubert écrivait « J'ai toujours tâché de vivre dans une tour d'ivoire, mais une marée de merde en bas les murs à les faire crouler. » Alors, son idée, c'est d'une part que l'université, ça doit être une tour d'ivoire. Alors, sa définition, il la donne. L'université a pour objet la recherche désintéressée de la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences, l'extension et la communication du savoir pour lui-même, sans aucune considération utilitaire. Pour que cette université puisse fonctionner, il faut un certain nombre d'éléments indispensables. Il y en a 4. Vous allez voir que celui qu'on attendrait en premier n'est pas celui qui donne en premier. Le premier, c'est une communauté de savants. Alors, qu'est-ce qu'il appelle une communauté de savants ? C'est une communauté de gens qui font de la recherche sérieusement, sans souci des places, ni des récompenses, ni évidemment de l'utilité. Alors, il livre cette anecdote qui est amusante et qui permet de comprendre en quoi c'est vraiment le cœur de l'université. Un jeune ministre de l'Éducation anglais se présenta un jour devant l'ensemble du corps enseignant d'une université, d'une grande université anglaise, Cambridge ou Oxford, et probablement pour leur proposer des réformes pour moderniser tout ça. Et il n'a pas eu le temps d'aller très loin dans son discours, puisqu'il a commencé en disant « Messieurs, comme vous êtes tous ici des employés de l'université », puis un universitaire l'a interrompu, il a dit « Excusez-moi, monsieur le ministre, mais nous ne sommes pas les employés de l'université, nous sommes l'université. » C'est-à-dire que les murs importent peu, ce qui fait l'université, ce sont ceux qui font le savoir au quotidien. Donc ça, c'est le cœur même de l'université. Ensuite, pour que cette communauté de savants puisse travailler, il faut une bonne bibliothèque, c'est possible qu'elle soit ouverte beaucoup, longtemps, ce qui n'est pas le cas en France, mais ce qui est le cas largement dans les grandes universités américaines. Ensuite, troisième élément dont Simon Leys dit avec de manière un peu surprenante, un élément important, mais pas toujours indispensable, les étudiants. Pourquoi ? Parce que l'université, c'est d'abord un lieu de production du savoir. Ensuite, éventuellement, ce savoir, on peut le communiquer. Mais si l'université ne produit pas de savoir, de toute façon, elle n'aura rien à communiquer, à moins de répéter et d'être totalement interchangeable. Et enfin, il faut évidemment des ressources matérielles. Alors sur les étudiants, il dit une chose importante, et c'est ce qui l'a poussé à la retraite. Il a vu changer, dans l'université où il enseignait en Australie, l'approche qu'on pouvait avoir de l'étudiant. L'étudiant, au départ, était quelqu'un qui venait s'instruire, qui venait se former.
Et il a vu arriver des managers qui ont dit, écoutez, ces gens payent, il faut qu'ils en aient pour leur argent, et il a vu le discours changer, et on lui a expliqué que les étudiants étaient des clients, et que donc il fallait les traiter comme des clients. Et quand vous traitez les gens comme des clients, vous êtes évidemment menacé par le fait qu'ils ne soient pas satisfaits et qu'ils vous obligent à changer vos pratiques. Ça existe, en ce moment je corrige le bac, donc on monte les notes, on modifie les programmes pour que tout le monde soit content. Ça veut dire quoi? Que celui qui a la compétence n'est plus celui qui est le maître à bord. Il donne d'ailleurs un exemple de l'université idéale. Les études n'y mèneraient à aucune profession en particulier et ne feraient d'ailleurs l'objet d'aucun diplôme. Mais peut-être cette université idéale existe-t-elle déjà, dit-il, voyez le Collège de France. Donc voilà le modèle pour Simon Leys, effectivement. On peut aller assister à des conférences, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'examen, et on a en face de soi des gens qui sont normalement les meilleurs dans leur discipline, recrutés d'ailleurs dans le monde entier, puisque le Collège de France est une des rares institutions à pouvoir se permettre de payer correctement les gens, donc pouvoir les recruter un peu partout. Enfin, dernière chose, il faut évidemment des ressources matérielles. Là-dessus, il explique qu'il n'y a pas de religion, ça peut être des fonds privés, des fonds publics, peu importe. L'essentiel, c'est que les gens puissent travailler dans de bonnes conditions. Bien, voilà le modèle, donc, qu'on pourrait résumer tout simplement à 3 dimensions. Premièrement, recherche de la vérité. Deuxièmement, désintéressement. Troisièmement, enseignement. Sachant que c'est dans cet ordre-là qu'il faut prendre les choses. Premièrement, c'est la vérité qui prime. Cette vérité, elle doit être recherchée dans le désintéressement. Et une fois qu'on l'a trouvée, évidemment, on la communique. Pour le dire avec Jean-François Lyotard, qui oppose les écoles d'ingénieurs et les écoles professionnelles qui ont un rôle fonctionnel, il explique que l'essence de l'université est spéculative et philosophique. C'est-à-dire sa raison d'être, c'est la recherche de la vérité. Alors historiquement, ce fut assez largement le cas. La plupart des universités d'Europe ont été fondées à partir du XIIe siècle et jusqu'au XVe. Enfin, si vous regardez les fondations successives, il y a un mouvement qui se fait assez rapidement. Alors les 3 plus anciennes sont de mémoire celle de Paris, celle de Bologne, Montpellier arrive. Le problème, c'est si vous prenez pour la fondation la charte qui fonde ou l'exercice effectif, ce qui fait que parfois il y a des décalages d'une 50aine d'années. Bon, mais en tout cas, toutes ces universités-là ont été créées de façon assez rapprochée, et c'était très largement des initiatives qui étaient, qui partaient de l'enseignement d'un maître. C'est-à-dire qu'il y a un maître, un des plus connus c'était Abélard par exemple, qui enseignait. Comme son enseignement était de qualité, les gens venaient, ils payaient, et l'enseignement d'Abélard n'était pas une redite, justement. Abélard proposait une manière nouvelle de relire des textes anciens, mais il ne remettait pas du tout en question l'autorité des textes anciens. Ce qui faisait le succès des universités, notamment celle de Paris a eu longtemps un privilège dans toute l'Europe qui était la seule à pouvoir délivrer le doctorat de théologie. Ça expliquait l'espèce de monopole et le succès de Paris dans les études intellectuelles européennes. L'université a toujours eu en Europe un statut particulier puisque les universités relevaient du droit canon, du droit ecclésiastique et pas du pouvoir royal. Dès le début, vous voyez que l'université, elle est fermée, elle est en retrait, elle est en marge par rapport au reste du domaine public. Ça veut dire que les professeurs et les étudiants ont un privilège d'extraterritorialité. Que fait-on dans les universités? Eh bien, évidemment, on cherche la vérité et on a, d'une certaine manière, une enclave de spirituel à l'intérieur d'un monde temporel. Et évidemment que ceux qui allaient à l'université allaient ensuite pouvoir avoir des carrières, notamment s'ils faisaient du droit canon. Souvent, ça pouvait mener jusqu'au rôle de pape, si on était un bon juriste. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, il fallait étudier pour l'amour des études. Et on l'a vu se développer particulièrement avec l'afflux de tous les textes grecs après la chute de Constantinople, et c'est ce qu'on appelle couramment la Renaissance, ou les débuts de l'humanisme, c'est-à-dire des nouveaux textes anciens. Et il y a une passion de toute l'Europe pour ces textes. Les gens réapprennent à nouveau le grec, l'hébreu, le syriaque. Vous savez dire que le Collège de France, qui s'appelait au début le Collège des 3 langues, parce que les 3 premières chaires étaient une chaire d'hébreu, une chaire de grec et une chaire de syriaque, à quoi on a ensuite ajouté une chaire de latin. Et ensuite, c'est appelé le Collège royal. C'est un endroit donc où on allait apprendre des langues qui n'avaient, à proprement parler, aucune utilité. On n'allait pas faire de commerce, on n'allait pas devenir riche, mais on allait devenir savant. Dans ces universités, il y avait un programme qui était à peu près le même, en tout
tout cas pour ce qui était la faculté des arts, qui était la propédeutique pour ensuite accéder à l'université. Il y avait un programme de lecture qui était donc à peu près le même, qui était ce qu'on appelait les auteurs, les autorités. Le plus connu, c'est Donat. Je pense que vous n'avez probablement jamais entendu parler de Donat. Donat, c'est un grammairien romain dans lequel on apprenait le grec, on apprenait à lire le latin. C'était tellement un classique des manuels que, par exemple, un manuel de morale, on pouvait appeler ça un Donat moral par la suite. Il y a eu un Donat français, il y a eu un Donat provençal écrit en Italie, il y a eu des Donats sur tous les sujets et dans toutes les langues. Donc on a vraiment affaire ici au modèle même de l'autorité. Alors, Donat, lui, dans son enseignement de la grammaire, cite des poètes latins païens. Et dans les auteurs qui étaient les classiques, il y avait évidemment un certain nombre de poètes latins, même et païens. Il y avait évidemment très tôt Aristote, toute la logique se faisait à partir d'Aristote, qui était... il y a eu une période où on a eu de nouveaux textes d'Aristote, donc il y a deux périodes dans la logique ancienne et la logique nouvelle. C'est que sur l'organon, il y a une période où on lisait que la partie qui avait été traduite par Boès, puis on a lu ce qui a été traduit par la suite. Mais Aristote restait l'autorité principale. Et c'est de là que vient cette manie de commencer toujours par des définitions. Ça, c'est vraiment la méthode aristotélicienne. Au XVe, la nouveauté, c'est des textes de Platon, qu'on n'avait pratiquement pas, et des textes d'Aristote en plus. Alors, l'université, d'une certaine manière, c'est l'identité de l'Europe et c'est l'identité de l'Occident. Il y avait vraiment une Europe à l'époque, il y avait une langue commune qui était le latin, tout le monde parlait latin, on faisait saint Thomas d'Aquin et je vais retrouver son nom, son maître Albert le Grand. Albert le Grand était allemand, saint Thomas d'Aquin était italien, ils ont fait leurs études de théologie à Paris, ça ne leur a pas posé de problème, au quotidien peut-être, mais pour leurs études, pas du tout. Il y avait vraiment donc une langue internationale de sciences qui était le latin, il y avait une circulation de tous ces esprits qui allaient de bibliothèque en bibliothèque, qui allaient chercher des textes, et qui vraiment étaient... ils avaient fait une sorte de vœu de savoir et de vœu de recherche de la vérité. Évidemment, vous voyez que par rapport à l'université que l'on peut pratiquer aujourd'hui, on est assez loin. Si on compare d'ailleurs avec le cas de la très vieille civilisation qui est la Chine, il y a une grande révolution, c'est quand on passe de la Chine impériale à la Chine des lettrés. Il y a toujours l'empire, mais la noblesse est remplacée par un système de lettrés, où on devient lettré par concours. Et donc, c'est les savants qui dirigent. Et donc, il y a un système de type universitaire en Chine qui est du même ordre, avec des classiques, essentiellement Confucius et Zhuangzi, qu'on doit apprendre, qu'on doit commenter, prolonger, etc. Et ça a assuré une continuité à la civilisation chinoise jusqu'à Mao, évidemment, le grand fossoyeur. Là-dessus, vous pouvez lire des choses de Jean Lévy, de Simon Leys, naturellement. Alors, dans cette université, on recueillait l'héritage, le double héritage antique de Rome et de la Grèce, plus l'héritage de Jérusalem, donc l'héritage biblique Ancien et Nouveau Testament. Et l'Europe se donnait à ce moment-là, vous voyez bien, comme une héritière, avec en plus, à partir du XIIIe siècle, l'apport des textes venus essentiellement de l'Espagne arabe, notamment pour le commentaire d'Aristote par le biais d'Averroès. Mais Averroès a surtout été lu par les Européens en latin. Averroès n'a pratiquement jamais été lu dans le monde islamique. Il a été redécouvert au Liban au XIXe siècle, et c'est un auteur qui intéressait ceux qui s'intéressaient à Aristote. Parce que l'essentiel de l'œuvre d'Averroès, c'est du commentaire d'Aristote. Si vous n'êtes pas intéressé par Aristote, ça n'a aucun intérêt. Alors il y a un mouvement qui modifie un peu l'université au XVIIe, XVIIIe siècle. C'est le mouvement qui coïncide avec une révolution scientifique, une révolution philosophique, et naturellement une sorte de changement de regard avec un début de critique des auteurs classiques, ce qui était moins le cas avant. Ça coïncide avec l'avènement de ce qu'on pourrait appeler une raison individuelle qui n'hésite pas à remettre à partir de son petit point de vue, remettre en cause, donc à partir de son petit point de vue, de longues traditions, de grands auteurs, en disant, après tout, je ne suis pas plus bête qu'un autre, c'est la première phrase du discours de la méthode de Descartes,
le bon sens étant la chose du monde la mieux partagée, le bon sens étant la faculté de distinguer le vrai du faux, je ne suis pas moins capable de juger qu'un autre. Par conséquent, si Aristote a dit une bêtise, tout Aristote qu'il est, je suis capable de le juger. Alors ça, donc c'est un mouvement qui commence autour de Descartes, qui continue évidemment au XVIIIe siècle avec l'encyclopédie, avec le mouvement des Lumières, qui est un mouvement beaucoup plus divers qu'on a l'habitude de le présenter. Il y a les Lumières britanniques, les Lumières allemandes et les Lumières françaises qui sont assez différentes en réalité. Les Lumières anglaises sont beaucoup moins révolutionnaires et contestatrices. Les Lumières allemandes sont pas du tout contestatrices. Et les Lumières françaises, c'est des agitateurs à Paris, avec souvent des protecteurs puissants, type Voltaire, qui se réfugie chez Frédéric II de Prusse. Donc en France, c'est déjà, d'une certaine manière, à l'époque, où il y avait déjà un BHL, si vous voulez, avec Voltaire. Il a déjà tort sur tout, mais il a déjà une sorte de tribune permanente. Montesquieu est probablement l'auteur le plus intéressant des Lumières, Diderot un petit peu, Rousseau selon les textes, le plus moins intéressant étant évidemment Voltaire. Alors Rousseau, il est surtout intéressant par sa postérité en Allemagne. Il est intéressant en lui-même, mais sa postérité en Allemagne, c'est Kant, c'est Hegel, et c'est toute la grande philosophie allemande du XIXe siècle, et qui va donner d'ailleurs l'université allemande. Alors pour rapidement donner quelques indications, l'université allemande, il y avait une université ancienne à Heidelberg, il y avait des universités dans les différents royaumes. Chaque petit royaume avait la sienne, puisque l'Allemagne, jusqu'à ce que Napoléon supprime l'Empire, c'était 350 principautés. Mais en Prusse, ils avaient créé au XIXe siècle, sous l'impulsion de Humboldt, le linguiste et philosophe, une université qui va ensuite servir de modèle à la réforme de toutes les autres universités allemandes. Parce qu'il va y avoir, la deuxième moitié du XIXe, un Kulturkampf. Les protestants vont essayer d'imposer leur modèle, notamment universitaire, au reste de l'Allemagne, notamment l'Allemagne catholique du Sud. Alors, le modèle des Allemands, c'est à nouveau les Grecs. Dans le modèle de ce qu'on appelle la Bildung, donc qu'on traduit couramment par l'éducation, mais qui littéralement c'est la formation, c'est la mise en forme, c'est la mise en forme de l'individu qui, par son savoir, va accéder à lui-même. Donc on trouve ça, évidemment, on trouve les racines de ça dans les textes de Kant, et sa continuation chez des auteurs comme Hegel, Fichte, etc. L'idée étant que la liberté se conquiert par le développement de potentialités d'humanité qui sont en nous, mais qui ne peuvent se développer que dans une société, avec le langage, et avec un minimum de savoir pour pouvoir exercer son jugement. L'idée étant que le savoir est formateur. C'est-à-dire le savoir n'est pas un simple contenu qui rentre en moi et qui remplit quelque chose qui était vide. Le savoir, c'est ce qui fait que j'ai une forme, et plus précisément une forme humaine. Un célèbre texte de Fichte s'appelle « La destination de l'homme », dit bien cette idée, c'est que l'homme, ou l'humanité, c'est un horizon, et c'est un horizon vers lequel on s'oriente, vers lequel on va, par le savoir, par la fréquentation des œuvres, et notamment des œuvres antiques, puisque ça restera toujours le grand modèle des Allemands. Ce qu'on appelle en grec la paideia, donc l'éducation grecque, qu'on trouve chez Platon, va évidemment servir de modèle à la Bildung prussienne et allemande, dans laquelle le savoir, vous le voyez bien, est une fin en soi, puisque d'une certaine manière, en nourrissant l'individu, en lui permettant de devenir un homme, le savoir remplit sa fin. Il n'a pas besoin d'avoir une finalité autre, j'entends par là une finalité utilitariste. Alors, au siècle suivant, au XXe siècle, il s'est passé un certain nombre de choses qui permettent de comprendre comment l'université a changé. D'abord, avant de parler des changements de l'université, il faudrait peut-être rappeler que le XXe siècle naît d'un sentiment de déclin, de crise en Europe. Le livre de Spengler, le déclin de l'Occident. Si vous prenez un certain nombre de mouvements artistiques après la Première Guerre mondiale, comme le mouvement Dada, les surréalistes, avec une haine de l'Occident, une haine du savoir, une haine des œuvres traditionnelles, on voit bien qu'il y a un mouvement de remise en question très violent de l'Occident et de ses fondements. Néanmoins, quand on lit ces auteurs, on se rend compte que nous avons affaire à des gens très cultivés, des gens qui maîtrisaient tout ça, qui souvent, en tout cas pour Dada, si je prends Zara, qui parlait plusieurs langues, pour Breton, ils en parlaient qu'une, mais
pour un certain nombre d'entre eux qui étaient des vrais Européens, qui avaient lu les grands auteurs européens depuis la Renaissance et qui avaient fait leur classe latin-grec, donc ils connaissaient aussi très bien les humanités dites classiques. Le problème, c'est que les deux guerres mondiales vont évidemment mettre à mal l'idée qu'on pouvait se faire d'une Europe occidentale civilisée. Certes, elle est cultivée, certes, elle a produit des œuvres immenses, Dante, Shakespeare, etc., mais elle a aussi produit, on peut le dire d'un mot, un pur et simple suicide. Un suicide en utilisant d'ailleurs toutes les ressources de la science moderne, etc. Donc, il y a d'une certaine manière dans ce mouvement de la civilisation quelque chose qui risque à terme de rendre difficile la reproduction, la continuation de ce modèle. Ça a déjà été relevé par Péguy, qui note bien que dès son époque, et lui évidemment il meurt au début de 14, donc il n'a pas vu la suite du suicide et la Seconde Guerre mondiale, lui relève bien qu'il y a à l'époque où il écrit, il y a une crise de l'Europe, et il note bien qu'un système scolaire ne peut fonctionner que si la société dans laquelle le système scolaire fonctionne sème un minimum, puisque la fonction de l'école, c'est de permettre à la société de continuer. Mais si la société considère qu'elle ne mérite pas de continuer, l'école, d'une certaine manière, est sans objet. C'est tout le paradoxe. Et moins une société sème et considère qu'elle vaut la peine de continuer, moins elle peut enseigner, tout simplement. Et bon, évidemment, nous sommes en plein dedans encore plus, mais le mouvement n'est pas nouveau. C'est un mouvement qui a au moins un siècle. Il y a un autre aspect qui est plus récent, et je vais relier ça ensuite à l'idée de postmodernité, c'est un double mouvement d'extériorisation du savoir. Le mouvement d'extériorisation du savoir, en fait, il commence avec l'invention de l'écriture. Et dans le Phèdre, Platon fait dire à Socrate que cette invention de l'écriture, c'est le mot grec un pharmakon, c'est-à-dire aussi bien un remède qu'un poison, pour la mémoire. C'est-à-dire que l'écriture permet de fixer les choses et donc de les garder. Le problème, c'est que quand c'est fixé sur un écrit, s'il n'y a personne pour le lire, c'est la même chose que si ça n'existait pas. La vraie mémoire, elle est vivante. Donc, en ce sens-là, comme je crois que je l'ai écrit, j'ai plus besoin de le savoir. Donc, de ce point de vue-là, c'est un poison. Donc, c'est l'ambiguïté de tous les dispositifs matériels pour aider la mémoire ou pour fixer le savoir, c'est qu'ils ont à la fois un aspect extraordinaire qui permet de stocker, de transmettre, de faire circuler un certain nombre de savoirs. Évidemment, je suis entouré de livres, je ne peux pas en dire du mal, mais ils ont aussi cet effet de pousser à considérer que nous n'avons pas besoin d'apprendre par cœur puisque tout reste disponible à tout moment. Alors évidemment, avec l'apparition de l'informatique, la généralisation du numérique, ce mouvement d'extériorisation du savoir est devenu non pas simplement un fait, mais c'est devenu un projet dans lequel nous sommes en plein. Il se trouve qu'en plus, ce mouvement d'extériorisation matérielle du savoir a coïncidé avec ce qu'on pourrait appeler un mouvement d'extériorisation spirituelle du savoir, qui a consisté à un moment, et ça s'est vraiment matérialisé dans les années 60, à se désolidariser des savoirs, à considérer que nous ne faisions plus corps avec les savoirs qui pourtant, malgré notre volonté, nous constituent. Par exemple, les grandes œuvres qui ont fait la langue française, il y a un moment où on les remet en question, comme si la langue que nous parlons n'avait pas de monuments qui nous permettent de nous retrouver et d'approfondir notre connaissance de la langue. Donc il y a un double mouvement d'extériorisation. Et ça, c'est ce que Lyotard a fini par appeler la condition postmoderne, et qui résume de cette manière-là. Il y a d'abord eu une incrédulité à l'égard des récits, des grands récits fondateurs. Ça, c'est la période du XVIIe, XVIIIe siècle. Et donc, il y a eu une grande confiance dans l'esprit critique qui critiquait les grands récits. Donc, cette critique des grands récits, c'est ce qu'il appelle un méta-récit, donc un récit sur le récit. La critique du récit, c'est un méta-récit. La condition postmoderne, c'est le fait de pratiquer une incrédulité à l'égard des méta-récits, sans pour autant retrouver les récits. Donc, on a tout perdu. On a non seulement perdu les récits fondateurs, dont on dit qu'ils n'assurent plus leur rôle de fondation, mais on a aussi perdu
cette confiance dans l'esprit qui les critiquait en disant attention, parce que votre esprit critique, il est lui-même, sans que vous vous en rendiez compte, il est formaté d'une manière ou d'une autre, et ça, il faut encore le critiquer. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on reste avec quasiment rien. Et là, on commence à rentrer dans ce qui va s'appeler les cultural studies, qui sont dans cet horizon-là. C'est-à-dire qu'on est passé du criticisme, ça c'est la philosophie de Kant, hein, on critique ce qui est, on ne le détruit pas, hein, on critique, c'est-à-dire qu'on le juge. Critiquer littéralement, hein, krinein en grec, c'est juger, voir le vrai comme le vrai, le faux comme le faux, le beau comme le beau, le laid comme le laid. Mais si vous critiquez l'esprit critique en disant attention, parce que ce que vous appelez le beau, finalement c'est le beau des bourgeois, ça c'est Bourdieu. Donc en fait, vous êtes incapable de juger puisque votre jugement est déjà influencé, conditionné, déterminé par votre éducation, par votre culture, par votre époque. Et dites, mais alors, donc à ce moment-là, est-ce qu'il reste pour moi la possibilité d'avoir une pensée et d'atteindre la vérité? Et là, vous voyez que cette possibilité-là commence à disparaître. Et s'il n'y a plus moyen d'atteindre la vérité, on se demande bien ce qu'on fait dans les universités. En tout cas, dans les universités de lettres. Évidemment, les universités de sciences, par leur succès évident, la génétique, l'ADN, les applications ensuite en biologie, en pharmacie, etc., ne sont pas tellement touchées par ces discours-là et par ces remises en question. D'une certaine manière, grâce à l'épreuve fatale, l'épreuve cruciale qui est l'expérience dans les sciences expérimentales, si votre dispositif expérimental confirme votre théorie, c'est bon, vous avez raison, le réel vous donne raison. Mais nous parlons d'affaires humaines qui ne sont pas objectivables comme le sont des atomes ou des ondes. Et donc on ne peut pas mettre en équation, même si Bourdieu a essayé de le faire dans ses livres. Et donc par conséquent, vous voyez bien que ça a tendance à ce moment-là, et c'est la thèse de Lyotard, c'est discours contre discours. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va primer? Et là on retrouve les sophistes, c'est la rhétorique. C'est le discours puissant, c'est le discours intimidant, c'est le discours sympathique, c'est le discours... parce qu'il y a tous les registres possibles. Alors donc, on n'a plus ni la fondation, ni l'émancipation, parce qu'elle est bourgeoise. Et donc cette conversion du regard nous a privés à la fois des auteurs et des instruments de critique. D'ailleurs, ce qui est significatif, c'est que les auteurs ont été remplacés par un autre terme qui sont les références. Avant, on parlait d'auteurs qui avaient une autorité. Ils faisaient autorité, ça veut dire qu'on considérait que ce qu'ils disaient était plus intelligent que ce qu'on était capable de penser, donc on partait de leur pensée pour essayer d'aller un peu plus loin qu'eux, mais à partir d'eux. C'est l'image de Bernard de Clairvaux qui disait « Nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants, les géants étant les autorités, les nains c'est nous. » Évidemment, comme on est sur leurs épaules, on voit un petit peu plus loin qu'eux. Mais évidemment, l'erreur de la modernité consistait à dire bon, on va descendre des épaules parce que finalement on voit très bien. Mais évidemment, une fois qu'on descend, on devient des nains. Enfin, on redevient les nains qu'on n'a jamais cessé d'être. Et donc, l'autorité, ce sont ces géants, ce sont ces monuments, ces jalons, ces repères qui, quand on est écolier, quand on suit un parcours d'instruction, c'est ça qui permet de s'y retrouver, que ce soit les dates en histoire, les grandes œuvres en littérature ou en philosophie, que ce soit les grands tableaux en peinture, ce sont des jalons, et c'est ça qui permet ensuite de former son jugement pour juger le reste. Et donc éviter de croire que François-Olivier Gisbert, Marc Lévy, Guillaume Musso sont de grands écrivains. Évidemment, si vous êtes des lecteurs de Proust et de Stendhal, il n'y a aucune chance que vous les preniez pour des grands écrivains. Mais si vous n'avez pas lu Proust, Stendhal, etc., a priori, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas séduit, parce que c'est des livres, ça a la forme d'un livre, ça raconte une histoire, le vocabulaire est pauvre, mais c'est pas grave. Vous dites, mais c'est... Et si vous êtes habitué à quelque chose qui vous apprend à explorer le fond de votre âme, évidemment, il y a cette littérature dite de divertissement qui permet de se vider la tête, donc le contraire à peu près de l'expérience de lire Proust. Mais ce qui permet de juger, vous voyez que c'est pas une règle abstraite qui permet de juger qu'un auteur n'est pas bon, c'est par comparaison avec un auteur important.
Le problème, c'est que là, on rentre dans un monde où la notion d'auteur important, la notion d'auteur, d'autorité disparaît. Il n'y a plus que des références. Or, les références, par définition, sont toutes égales. Une référence, c'est quoi? Vous prenez une bibliographie, chaque ligne bibliographique est équivalente à l'autre. Alors que vous savez bien qu'il y a un livre qui peut être un livre absolument indépassable dans le domaine, et puis au-dessous, il y a un article d'un auteur minable, mais ils ont chacun 2 lignes. Donc, évidemment, la référence a tendance à tout rabattre l'un sur l'autre. Alors, pour comprendre un peu cette idée de postmodernité, il y a un texte amusant que je vous recommande de Umberto Eco, qui est un des grands, à la fois un grand penseur du Moyen-Âge, puisqu'il est spécialiste du Moyen-Âge, mais c'est un sémiologue, donc il est dans le mouvement où il y avait Barthes et tout ce mouvement de critique des années 60. Et dans un texte qui s'appelle L'apostille au nom de la rose, il raconte comment il a écrit le nom de la rose. Et il essaye de faire comprendre ce que c'est que la postmodernité. Il dit la chose suivante, qui illustre bien ce que dit Lyotard. Il dit « Je ne peux plus dire à une femme « je t'aime ». Pourquoi ? Parce que j'ai vu des milliers de feuilletons idiots, de films d'Hollywood, où il y a des gens qui disent « je t'aime ». Et si je dis « je t'aime » à une femme, je vais avoir l'impression d'être comme tel ou tel comédien, et je vais me sentir idiot. Alors, il dit, la postmodernité essaye de ruser en disant, comme dirait Barbara Cartland, ou comme disent les héros de Barbara Cartland, je t'aime. Il dit, c'est une façon de continuer de parler d'amour, avec une référence et non une autorité, parce que ça viendrait l'idée de personne de dire que Barbara Cartland est une autorité. On arrive quand même, vous voyez, à s'en sortir. Mais vous voyez, la situation de l'homme postmoderne, c'est toujours d'essayer de ruser pour essayer de retrouver à la fois des expériences fondamentales, comme celle de l'amour, mais parce qu'on est privé, au fond, des monuments qui nous ont appris que ça existait et qui nous ont montré que ça pouvait être aussi grand que ça existe. Quand on lit Le Paradis de Dante, on a une autre idée de l'amour, évidemment, que quand on lit Barbara Cartland. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'une et l'autre sont des références. L'autorité, donc, implique une hiérarchie. La référence, elle, navigue dans l'égalité. Alors, ce qu'on appelle la théorie critique ou la critical theory, c'est un mouvement en fait très varié, par les objets au moins, qui est l'enfant de cette postmodernité, donc qui s'est développé essentiellement à partir des années 60 avec plusieurs excroissances. Alors, c'est un mouvement qui, encore une fois, ne touche pas les sciences expérimentales, qui conserve un rapport au réel, mais qui touche essentiellement les départements de sciences humaines, les départements de littérature comparée et les départements de littérature tout court. En tout cas, c'est comme ça aux États-Unis. Je vous parlerai tout à l'heure, si j'ai le temps, de ce qu'on appelle la creep theory, donc la déconstruction du handicap comme figure sociale. Celui qui s'appelle Macruer, il est spécialiste d'anglais. Il n'est pas du tout spécialiste ni de médecine, ni du handicap, ni de philosophie. Il est spécialiste d'anglais. Le grand introducteur des gender studies en France, son nom va me revenir, il y a 2 frères sociologues. Éric Fassin, en fait, il est agrégé d'anglais. C'est un angliciste au départ, c'est pas du tout un sociologue. Il s'y est mis, maintenant il l'est de fait. Mais c'est intéressant de voir que c'est pas quelqu'un qui a d'abord fait une vraie formation de sociologue, il a d'abord fait une vraie formation d'angliciste. Et ça n'est pas anodin. Alors, déjà, notons d'abord que la critical theory parle américain, anglo-américain, même si leurs sources sont essentiellement françaises. On y parle anglo-américain, là où avant on parlait allemand, à la Bildung, ou grec, on est passé à l'américain. Alors l'idée de cette critical theory, elle part d'une idée qui n'est pas fausse, c'est que le savoir est un pouvoir. Quand je sais, j'ai un pouvoir sur celui qui ne sait pas. Jusque-là, il n'y a rien à contester. Mais de cette première idée, ils en sont venus à l'idée que le savoir était non seulement un pouvoir, mais cachait un pouvoir, ou qu'il était l'expression d'un pouvoir, ou le cache-sexe d'un pouvoir. Essentiellement, par exemple, si vous prenez le savoir, la culture générale, c'est le cache-sexe du pouvoir bourgeois, pour ne prendre qu'un exemple. Donc, il s'agit de critiquer les savoirs, non pas parce qu'ils seraient faux, mais parce qu'ils seraient l'apanage, parce qu'ils seraient l'arme des puissants. Donc, au fond, ce n'est pas les savoirs en tant que tels qu'on n'aime pas. Les savoirs, c'est ce qui est un peu gênant dans les cultural studies, c'est qu'assez rapidement, on se rend compte que le contenu des savoirs, ils s'en moquent. Ce qui les gêne, c'est ceux qui les ont défendus jusqu'à présent, ou le rôle qu'ils tenaient dans la société, qu'ils tenaient dans l'université, qu'ils tenaient dans différentes institutions. Et c'est par conséquent le savoir comme instrument qui est critiqué,
parce qu'il part du principe que le savoir n'est qu'un instrument, ce qui est évidemment une prémisse qu'on peut critiquer, et qu'à mon sens, on devrait critiquer. L'idée, c'est donc qu'il faut critiquer le pouvoir parce que c'est la source d'inégalité, ça c'est vrai, c'est la source d'injustice, c'est vrai. La question est de savoir, est-ce que ce sont les savoirs eux-mêmes, dans leur matérialité, qui ont produit le sexisme et le racisme? C'est pas certain. Est-ce que la littérature est responsable du racisme et du sexisme? Je ne le crois pas. Ensuite, qu'il y ait dans la littérature des représentations qui portent la trace de situations d'inégalité, c'est évident, puisque les auteurs écrivent ce qu'ils ont sous les yeux, ils décrivent des sociétés qui leur sont familières. Et l'égalité homme-femme telle que nous la connaissons, sous la figure selon laquelle nous la connaissons, n'a pas pu exister avant, puisque c'est une invention du XXe siècle, essentiellement. Donc, reprocher au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, de ne pas faire une place aux femmes dans l'armée, c'est absurde. Par contre, les femmes avaient la première place dans la littérature, par les salons. Donc, il faut essayer aussi de recontextualiser. Ça, malheureusement, c'est la grande faiblesse des critical studies, c'est qu'ils n'aiment pas la contextualisation. Parce que la contextualisation implique qu'on essaye de comprendre les raisons de chaque situation. On n'est pas obligé de les accepter, il faut essayer de les connaître. Alors, ce mouvement des cultural studies est contemporain d'un autre mouvement, qui est un mouvement général de l'université qui se professionnalise. À partir du moment où on avait déjà commencé à contester le bien fondé dans les facultés de lettres et assimiler sciences humaines, philosophie, etc., de ces savoirs, puisque ça n'était que des cache-sexes du pouvoir, à partir du moment où on ne pensait pas vraiment qu'on puisse y atteindre une quelconque vérité, on ne pouvait y atteindre qu'une vérité relative, on comprend bien que personne n'avait intérêt à y aller pour le pur amour du savoir. Et l'université, d'une certaine manière, a dû le sentir, parce qu'elle s'est mise à créer, notamment c'est le cas à la Sorbonne, un certain nombre de formations professionnalisantes. Quelqu'un qui s'inscrit en lettres modernes peut faire une maîtrise professionnalisante dans les métiers de l'édition, dans le journalisme, etc. Avant, les gens qui avaient une bonne formation en lettres ou en histoire devenaient journalistes sans formation professionnalisante. Si vous avez appris à lire et à écrire correctement, c'est-à-dire être un bon lecteur, un bon analyste, et que vous savez présenter et expliquer ce que vous avez compris, vous serez un bon journaliste. Les gens qui sortent aujourd'hui des écoles de journalisme, je les trouve plutôt moins bons journalistes qu'avant, ils écrivent moins bien, ils font beaucoup de fautes, et je n'ai pas l'impression qu'ils comprennent mieux que leurs aînés. Pourtant, ils sont beaucoup plus formés dans des formations prévues à cet effet. Parce qu'évidemment, ce qui leur manque, qu'avaient leurs aînés et qu'eux non plus, c'est cette culture générale, c'est cette connaissance des textes fondateurs de notre civilisation, parce que même si on les remet en question, ils restent fondateurs. Même si on n'est pas content qu'ils existent, ils restent fondateurs. On ne supprimera ni la Bible, ni Aristote, ni Platon, tout ça. Ça restera des textes fondateurs. Ça restera les références principales quand on circule dans un musée. Et toutes les critiques ne supprimeront pas le passé. Donc, oui, juste une chose. D'une certaine manière, en faisant ça, les universités se mettent à copier les écoles d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs qui sont cohérentes, qui donnent un vrai savoir-faire à ceux qui y vont. La faiblesse des écoles d'ingénieurs, c'est évidemment que ceux qui en sortent pêchent souvent en culture générale. Le système allemand, le système de lycée, il y a deux lycées. Il y a un lycée général et il y a un lycée qu'on pourrait appeler professionnel, qui s'appelle Berufsgymnasium. Et les gens vont à 50-50 dans les deux. Il n'y a pas du tout de mépris pour ceux qui vont dans le lycée professionnel. Si vous prenez les 100 plus grands patrons allemands, il y en a plus de la moitié qui viennent du Berufsgymnasium. Vous voyez que ça permet aux gens de faire des carrières qui, socialement, professionnellement, sont tout à fait valorisantes. En revanche, en France, non, ce n'est pas du tout le cas. Il faut passer par la voie générale et tout ce qui est professionnalisant, on continue de trouver ça négatif tout en professionnalisant tout. Il n'y a qu'une école d'ingénieurs qui, à mon sens, fait exception, c'est l'IX, qui a, vous savez, une chaire de philosophie qui a longtemps été occupée par Finkielkraut, qui maintenant est occupée par je ne sais plus qui, mais c'est intéressant de se dire que des futurs ingénieurs, 2 heures par semaine, allaient écouter de la philosophie, ce qui n'a strictement aucun rapport avec leur formation, mais qui peut-être allait leur ouvrir l'esprit et peut leur permettre d'être des hommes meilleurs. Quant à être des meilleurs ingénieurs, j'en sais rien, mais des hommes, en tout cas, oui. Alors, quel est l'outil de cette théorie critique ?
Alors, cette théorie critique, elle s'appuie sur essentiellement ce qu'on appelle la nouvelle critique, ce qu'on appelait comme ça la nouvelle critique dans les années 60, et ce que les Américains ont appelé la French Theory, qui sont alors, les trois figures les plus importantes aujourd'hui, ça a pu varier, c'est Derrida, Foucault et Bourdieu. Barthes était là un petit peu en figurant de temps en temps. Chacun apporte d'une certaine manière quelque chose à l'entreprise que sont les cultural studies. Bourdieu apporte un prisme assez économisant, enfin très économiste, puisque tout est vu en termes de capital. Avant, le capital, c'est quelque chose, un concept économique. On parle de capital symbolique, de capital culturel. Donc, c'est l'économie qui devient le prisme à travers lequel on interprète tous les faits de la vie humaine, et notamment la culture. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais Bourdieu, c'est celui qui, ça c'est dans le Marianne d'aujourd'hui, enfin de cette semaine, voici ce qu'écrivait Bourdieu dans le rapport de 85, parce que Bourdieu, il faut voir ce que ça a donné quand il a eu du pouvoir. En termes de destruction de l'école, c'est pas mal. Lire, écrire, compter, l'importance excessive accordée à la trilogie lire, écrire, compter peut à bon droit être considérée comme un des facteurs de l'échec scolaire. Évidemment, si on décide de ne plus leur accorder d'importance, les gens ne savent plus lire, écrire, compter, et le problème de l'échec scolaire paraît résolu. Bourdieu, c'est l'introducteur du relativisme dans toutes les matières, sauf les sciences dures. Ça, comme il dit, il ne connaît rien, il en parle même en histoire, il dit par exemple qu'il n'y a pas de vérité. Ben, le professeur d'histoire, comment il peut enseigner l'histoire s'il n'y a pas de vérité? Il ne peut pas dire, bon, ben alors, selon que vous êtes allemand ou français, vous trouvez que la guerre s'est bien ou mal passée. Ben, ça revient à ça. Si on ramène tout à des points de vue, si on considère que le fait que l'histoire se fasse à partir de documents, de témoignages, qu'on recroise, qu'il y ait une méthode, qu'après ce ne soit pas une vérité définitive, c'est une chose, mais il y a quand même au moins des positions de faits qui sont un peu établies, sinon on ne peut rien faire. Si vous dites j'étais pas là, à ce moment-là, bon, avant tout ce qui s'est fait avant mes 5 ans, comme j'ai aucun souvenir, c'est comme si ça n'existait pas. Donc ça, c'est un des problèmes de Bourdieu. Le prisme de Bourdieu essentiel, c'est, à partir de ces histoires de capital, il y a les dominants, il y a les dominés. D'accord ? Les dominants sont méchants, les dominés sont gentils, quels qu'ils soient, même s'ils sont délinquants, ils sont quand même dominés, donc ils sont gentils. Les dominants peuvent être par ailleurs très généreux, mais ils sont dominants, donc il faut lutter contre eux. Le discours des dominants doit être systématiquement attaqué, démonté. Par exemple, quand les dominants disent qu'il faut aller en banlieue faire du latin et du grec, mais non, ça c'est un discours de dominant. Donc surtout pas. Non, il faut laisser aux banlieues l'occasion d'exprimer leur vraie culture. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de culture. C'est un mélange de gens qui viennent de partout, qui aimeraient bien, justement, eux aussi, pouvoir avoir accès aux grandes œuvres. Mais cette position idéologique qui, à l'arrivée, est en fait très méprisante et qui produit un désastre pour la vie des gens, puisqu'au lieu d'avoir eu accès à ça, ils n'ont eu accès à rien. Je me souviens d'un type qui était dans le labo où j'ai fait ma thèse, qui s'appelait Jamel Koulougli, qui était un des grands historiens de la grammaire arabe. Il était capable de réciter des centaines de vers de Lamartine, de Musset, de Baudelaire. Il a grandi en Algérie et il disait, j'étais à l'école de la République d'Algérie, et il disait, on apprenait par cœur des vers, on adorait ça, et je pense que, et tous les jours, il remerciait cette école de l'avoir nourri vraiment, parce que ces vers, ils continuaient de se réciter. Et c'est formateur, contrairement à ce qu'on croit, parce que là on les a en soi, ça nous éclaire. Évidemment, donc avec ce prisme dominant-dominé, on décide d'arrêter d'humilier les dominés en leur imposant la culture des dominants. Ça revient à ça. L'héritage foucaldien, donc de Foucault, c'est une critique du pouvoir. Et donc, en dernière analyse, une critique de l'autorité. Alors, il a appelé ça micro-pouvoir. Il a donné beaucoup de figures. Si vous voulez régler le problème Foucault, vous pouvez lire le livre de Mondosio, Longévité d'une imposture. Michel Foucault, c'est très amusant. Et c'est parfois un peu injuste, mais il y a beaucoup de citations. Et j'ai croisé le bonhomme, il est totalement obsessionnel, donc je vous garantis qu'il lit tout. Et il est d'un sérieux. Après, évidemment, il n'aime pas Foucault. Ça,
Mais il n'aime pas Foucault le personnage, ça n'a rien de personnel. C'est qu'il est agacé de voir qu'il n'y a aucun concept qui est clairement défini. Il y a un changement constant de position. Foucault passe son temps à changer d'avis. Il y a une inconséquence entre la théorie et la pratique. Il participe au groupe contre les prisons. Il écrit Surveiller et punir. Et puis Mitterrand arrive au pouvoir, lui dit bon voilà, vous allez faire un comité. Et puis vous avez 2 ans pour travailler. Dans 2 ans, vous nous dites il faut nous proposer une réforme parce que la prison ça marche pas. Proposez-nous autre chose. Il a proposé rien. Donc c'est bien la peine de dire que c'est mauvais la prison. Si on n'a rien d'autre, c'est peut-être mauvais, mais s'il n'y a que ça. Et donc voilà, il relève ce genre d'inconséquences, un aveuglement à énormément de choses. C'est quand même amusant de voir que c'est un grand militant homosexuel et il trouve que la révolution iranienne est merveilleuse. C'est pas forcément le pays où la Gay Pride est la plus en vue. Donc il y a une forme d'aveuglement parce qu'en fait, il y a toujours cette haine de l'Europe, cette haine qui a des racines profondes, hein, mais qui sont arrivés en fait au cœur du réacteur qui était l'université dans les années 60. Donc, lui a critiqué l'autorité. Toute figure d'autorité est forcément mauvaise, avec l'idée que les sciences se constituent en champs, cette fameuse épistémé dont la définition est assez fumeuse, qui finalement est une sorte d'état d'esprit inconscient, mais enfin, quand on dit épistémé, on dit un mot grec, ça fait peur à tout le monde. Mais c'est pas très... Il critique toujours la tradition, Foucault. Je vous mets au défi de trouver une définition de la tradition chez Foucault. Je veux dire que j'avais une fois dû travailler sur le sujet. Il définit jamais le terme. Or, des définitions de la tradition, selon les auteurs, il y en a des différentes. Ça peut être quelque chose de sclérosé, quelque chose de vivant et de mouvant. Lui, non, c'est simplement un concept repoussoir. Foucault travaille beaucoup comme ça. Et vous allez comprendre aussi pourquoi on en arrive à ce type parfois de flou conceptuel, parce qu'au fond, ce qui intéresse les cultural studies, ce n'est pas le savoir, c'est le pouvoir. Ce qui les intéresse, ce n'est pas d'apprendre et de chercher la vérité, c'est d'agir et de changer le réel. Donc ce qui est le réel aujourd'hui, ils s'en moquent. Globalement, pour eux, il est insatisfaisant. Donc il faut le changer. Donc souvent, ils l'ignorent. Par contre, ils ont un projet. Alors, ce qui permet d'ailleurs d'ignorer le réel actuel, alors c'est la troisième référence, c'est Derrida. Derrida avec la fameuse tarte à la crème de la déconstruction. Alors la déconstruction, c'est un concept que Derrida a emprunté au départ à Heidegger, mais qu'il a modifié. Alors chez Heidegger, dans les traitants, il y a un concept qui est en allemand, et le mot allemand c'est Destruction, où il utilise parfois un autre mot qui est Abbau. Et la métaphore, et il la file, cette métaphore, c'est la métaphore de l'archéologie, que va piquer Foucault après, mais il va faire ça différemment. L'idée, c'est que quand on lit un texte d'Aristote, on n'a pas accès au texte parce qu'il y a des couches d'interprétation qui nous gênent. Il y a des traductions qui ont, je ne sais pas, l'homme est un animal raisonnable, ça c'est le résultat d'une série de traductions. En latin, c'est animale rationale, et en grec, c'est egon zon logikon, donc l'homme doué le vivant doué de la parole. Et donc on voit bien qu'il y a à chaque traduction quelque chose qui bouge. Et il y a donc non seulement des modifications par traduction, mais il y a des lectures qui ont été faites, des usages qui ont été faits de ces textes, qui fait que quand ils nous arrivent 2000 ans après, 2500 ans après, il est très difficile pour nous d'arriver à les lire. À lire ce qu'a vraiment dit Aristote. Et donc ce que préconise Heidegger, c'est pas de tout détruire, c'est de soulever patiemment toutes ces couches pour essayer de remonter à ce que disait le texte au départ. Mais Heidegger s'intéresse au texte. Heidegger, il essaye de remonter toute l'histoire de la métaphysique dont il considère qu'elle a échoué dans ses derniers avatars. Enfin, ces derniers avatars montrent que c'est un échec, c'est une impasse. Donc il veut remonter à l'origine pour essayer de faire un autre commencement. Mais il veut partir des Grecs. Il considère qu'à partir des Grecs, c'est bon. Il y avait de quoi commencer autre chose. Donc il garde les autorités. Derrida, lui, il déconstruit. On pourrait dire il découd. Je pense qu'une des meilleures métaphores qu'on pourrait prendre pour Derrida, et d'ailleurs l'idée du texte qui a un rapport avec le textile, est omniprésente chez Derrida, l'idée de la dissémination du sens. On voit bien que c'est les fils qui s'entrecroisent un peu partout. Quand vous cherchez à suivre un fil dans une tapisserie, vous avez parfois du mal, parce qu'elle est un coup en dessous, il est un coup en dessous, un coup au-dessus, et donc il y a toujours une espèce de piège du texte, et l'idée de Derrida, qui est contemporain de tous ses amis de l'ère du soupçon, c'est qu'il faut aborder les textes avec un regard soupçonneux, parce qu'il y a toujours une espèce de
de manipulation, pas forcément malveillante, hein, mais le texte lui-même est manipulateur. Le problème, c'est qu'une fois que Derrida a déconstruit un texte, il ne reste à proprement parler rien. Lisez par exemple La pharmacie de Platon, qui est une introduction aux petits mythes qu'on trouve dans le Phèdre sur le fameux Teute et son histoire de l'écriture. Il y a beaucoup de choses sur Babylone, etc. Il y a des choses tout à fait sans rapport direct. Mais à la fin, est-ce que vous aurez mieux compris ce que dit Platon? Non, vous aurez lu du Derrida, mais vous n'aurez pas vraiment approché la lecture de Platon. Donc ça veut dire que Derrida, quand il commente, ne se met pas au service du texte, ça ne l'intéresse pas, il se met au service de lui-même. Ça a été très bien résumé par un auteur dont je vous recommande la lecture, parce qu'il avait déjà tout vu en 87, qui est Alan Bloom. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, L'âme des armées. Le titre, alors lui, il analyse ce que je suis en train de vous dire, mais aux États-Unis, dans les années 80. Le titre américain, c'est The Closing of the American Mind, c'est-à-dire la fermeture de l'esprit américain. Fermeture pourquoi? Parce qu'elle se ferme à la culture générale, elle se ferme aux grandes références, elle pratique l'utilitarisme forcené, elle tourne en grande partie du coup le dos à l'Europe, et à ce moment-là, du coup, on n'a plus rien à se dire, parce qu'on n'a plus de références communes à partir desquelles on pourrait discuter. Donc voici ce qu'il écrivait en 87. Et il note que le pire dans les départements, ça arrive dans les départements de littérature, notamment de littérature comparée. Il faut savoir que Derrida a été introduit aux États-Unis par son bon ami qui s'appelait Paul de Man. Paul de Man qui n'a pas été très clair pendant la guerre, il a fait une carrière ensuite aux États-Unis, il était plus tranquille. Mais c'était un grand ami de Derrida, c'était un très grand critique, un très grand lecteur, et il a vraiment fait connaître Derrida, il a été très actif, et c'est la raison pour laquelle Derrida a été connu assez tôt aux États-Unis, à une époque où en France... il publiait dans Tel Quel, qui était la revue de Solaire, ce qui n'était pas du tout une revue universitaire. Hein. Il a eu beaucoup de temps à trouver une place dans les institutions françaises. Il a fait quand même l'essentiel de sa carrière à l'EHESS, qui est une institution un peu marginale. La littérature comparée a fini par tomber, dans une large mesure, entre les mains d'un groupe de professeurs ayant subi l'influence de philosophes heideggeriens qui, à Paris, lui aime bien Heidegger, mais pas les heideggeriens français, a succédé à celle de Sartre, en particulier Derrida, Foucault et Barthes. Cette école s'appelle le déconstructionnisme et c'est le dernier stade, peut-on dire, de la suppression de la raison, la négation ultime de l'idée qu'une vérité philosophique est possible. L'activité créatrice de l'interprète est considérée comme plus importante que les textes. Il n'y a pas de texte, seulement des interprétations. Ainsi, la chose qui nous est le plus nécessaire, la connaissance de ce que les textes ont à nous dire, est confisquée au profit du moi subjectif et créateur de l'interprète, et qui nous dit en même temps qu'il n'y a pas de texte, qu'il n'y a pas de réalité à laquelle le texte se réfère. Je pense que c'est une bonne description de la pratique, peut-être pas de Derrida, mais en tout cas d'un grand nombre de Derridiens. Et donc là, on voit comment, au fond, s'abolit un certain nombre de différences, et ça, c'est le cœur des Cultural Studies, c'est la disparition des différences, notamment la différence sexuelle, ça c'est le principe des Gender Studies. C'est drôle parce que ceux qui attaquent les Gender Studies disent « on est contre le genre ». Non. Ceux qui sont contre le genre, c'est les Gender Studies. Ils sont contre l'assignation au genre. Le modèle des Gender Studies, c'est précisément l'indifférenciation du genre. Soit la possibilité de changer de genre plusieurs fois dans sa vie, soit la possibilité de ne pas choisir, soit la possibilité de s'en choisir un. Et c'est cette idée finalement que l'homme puisse pratiquer une sorte d'autofondation permanente, alors notamment pour ce qui est de la différence sexuelle, mais sur des questions raciales, religieuses, historiques, sur à peu près tous les sujets, vous pouvez trouver l'idée que l'homme peut finalement tout décider, l'héritage de l'histoire est nul et non avenu, et d'une certaine manière, la déconstruction permet de déshabiller toutes ces grandes statues qui nous faisaient de l'ombre et qui nous faisaient baisser les yeux de honte. Alors il faut savoir que cette fin des différences conduit, et ça c'était très bien noté par Baudrillard dans son livre qui s'appelle Amérique, il note que les gens, c'était dans les années 70, il dit les gens passent leur temps à se poser la question qui suis-je, que fais-je, etc. Il dit la chose suivante qui est très juste, si on abolit les différences, ça veut dire qu'on produit de l'indéfinition. Ça veut dire que les gens sont donc condamnés à passer leur temps à se poser la question de leur définition. Non pas donc de leur identité, non pas d'une identité à construire, du type qu'est-ce que je veux être, etc. Mais quelque chose d'aussi simple que homme ou femme. Si on passe sa vie à se demander je suis homme ou femme, c'est de l'énergie qu'on ne consacre pas à lire Shakespeare. Et si au bout du compte on trouve,
c'est bien, mais c'est assez pauvre. D'autant qu'il me semble qu'en lisant Shakespeare, on doit pouvoir en plus approfondir cette question-là aussi. Alors, je vous ai dit que c'était donc les départements d'anglais, de littérature comparée, d'anthropologie, de sociologie. On pourrait rajouter aussi le département de linguistique, où il y a aussi parfois eu quelques délires. Il faut savoir que toutes ces pratiques, toutes ces théories universitaires arrivent tôt ou tard dans le secondaire et dans le primaire. On a vu dans les années 60 se passer une chose intéressante, j'anticipe sur ce qui devrait être ma conclusion, deux choses qui étaient vraies, qui étaient les mathématiques, ce qu'on appelait les nouvelles mathématiques nées du groupe Bourbaki. Je ne sais pas si vous voyez, Bourbaki, c'était un groupe de mathématiciens, de jeunes mathématiciens dans les années 30, autour de, notamment, un des plus connus, c'est André Weil, qui était le frère de Simone Weil, la philosophe. Il se trouvait devoir enseigner à l'université des objets mathématiques pour lesquels il n'y avait pas de manuel, parce que c'était des objets récents. Alors ils étaient embêtés parce qu'ils avaient tous le même problème, tous ces jeunes maîtres de conférences, et ils ont décidé de travailler en commun, de se distribuer les objets. L'été, ils se réunissaient, ils essayaient de mettre ça en forme en discutant, et ils ont commencé à publier ce qui s'appelle Éléments de mathématiques, qui se trouve être en plus la première fois qu'on avait essayé de faire une sorte de système général de toutes les mathématiques. Et ça existe toujours, hein, le groupe Bourbaki. Alors, il publiait de façon groupée sous un nom, inventé. Bourbaki, après, c'est tous les canulars de l'école normale sup de l'époque. Et donc, Bourbaki, c'est intéressant pour les mathématiciens qui font de la recherche pure. Mais dans les années 60, on s'est dit que ce serait bien d'enseigner les mathématiques à partir des éléments de mathématiques de Bourbaki. C'est comme ça qu'on a expliqué à des enfants de 8 ans, voilà, il y a des groupes de nombres, il y a l'ensemble N, l'ensemble R. L'enfant, il ne sait pas faire une division, mais il est censé savoir qu'il y a l'ensemble R, des nombres réels ou les nombres irrationnels, enfin, des choses qui sont d'une abstraction ahurissante, qui intéressent évidemment des mathématiciens, mais qui ne peuvent pas intéresser des écoliers. De la même manière, la linguistique avait fait d'énormes progrès, on avait une approche beaucoup plus juste de la syntaxe, et on s'est mis à dire, on ne va plus faire de la grammaire traditionnelle, on va faire de la vraie syntaxe. Mais la vraie syntaxe, c'est imbitable, même pour les étudiants de lettres, c'est très difficile, parce que c'est très spéculatif. Et donc, on a, tôt ou tard, vous voyez, même les choses vraies, on décide de les appliquer sans adaptation et puis sans souci d'une progression au primaire et au secondaire. Ce qui explique le désastre ambiant, ça a été toutes ces méthodes appliquées, parce que c'est appliqué par des demi-habiles, c'est-à-dire ce n'est pas les linguistes et les mathématiciens de Bourbaki qui vont au primaire, c'est des types qui ont lu une vulgarisation de l'un et de l'autre, et qui disent tiens c'est intéressant ça, et puis pour se faire remarquer, ou même plein de bonnes fois disent on va révolutionner l'enseignement. Ça se saurait si on pouvait révolutionner l'enseignement. Depuis 5000 ans qu'il y a des écoles dans le monde, les méthodes sont toutes à peu près les mêmes. On apprend par cœur, on récite, on commente, on explique, et puis on se fait corriger. Voilà, c'est à peu près ça la méthode. Et chaque professeur enseigne, il y en a qui écrivent, il y en a qui parlent, enfin, chacun après a ses méthodes selon sa personnalité, sa fatigue, etc. Il n'y a pas le modèle. Alors, ça retombe donc sur l'école, et ça retombe sur l'école pour donner dans l'école la même indéfinition qui est dans l'université. Or, l'école, c'est précisément, avant l'université, le lieu où doit se produire la définition, le lieu où l'enfant découvre les normes linguistiques, les normes sociales, les normes morales, etc., qui vont lui permettre d'être un adulte, c'est-à-dire d'avoir des limites, de savoir où elles sont, d'éventuellement les faire bouger, mais à partir d'une réflexion critique, pas à partir simplement de son bon vouloir et de ses caprices. Or, le problème des normes, c'est que c'est toujours les normes de la majorité. Alors, il y a un auteur qui a beaucoup plu sur cette question-là, c'est Deleuze. Deleuze, c'est un des grands champs des minorités, et c'est la théorie du schizo chez Deleuze. Le schizo, c'est celui qui est ceci et cela, c'est celui qui refuse de se définir, mais aussi c'est toujours celui qui est dans la marge. Et vous voyez que tous ces auteurs-là sont en réalité moins des auteurs qui produisent un savoir, même si Deleuze est un grand lecteur, et que ses livres sur Bergson, Kant et tout ça sont de très grands livres, mais ses livres avec Guattari, où c'est vraiment là de la French Theory, c'est moins la production d'un savoir que des machines de guerre contre les savoirs existants, mais qui ne produisent pas autre chose derrière. Il faut quand même relever une chose, c'est que les cultural studies sont extrêmement violentes. Ce sont des discours violents,
le but, c'est de déboulonner les statuts, c'est de faire table rase, c'est de supprimer les anciens dominants. Donc, il est normal d'ailleurs qu'il y ait cette violence, parce que le discours affirme que c'est une réponse à une violence préexistante. Voilà comment l'université, dans laquelle la seule violence existante, c'était une violence logique, c'est-à-dire l'opposition d'un argument à un argument, mais dès qu'on sortait de la logique, on disait attention là, vous êtes dans le domaine qui relève plus du politique, des passions, ou qui relève de je ne sais pas moi, de la littérature, ou du prêche, mais qui ne relève pas, à proprement parler, du savoir, qui se défend avec des arguments, avec des raisons. Donc cette revanche des minorités, elle produit un lieu où au fond règne une certaine violence, où les gens viennent pour, en rentrant dans un département, je ne sais pas moi, de Women's Studies, vont contribuer à travailler leur propre identité de femme, ou dans les Queer Studies, leur identité de queer, et je dis bien de queer, pas d'homosexuel, parce que c'est tout à fait différent, parce que c'est une construction, le queer, hein, c'est très largement un discours. Il n'y a pas de pratique queer. Enfin, queer au départ, ça veut dire bizarre en anglais, mais c'est une bizarrerie qui est revendiquée par certains homosexuels. Il y a beaucoup d'homosexuels qui ne se revendiquent pas du tout queer. Ils disent voilà, dans ma chambre à coucher, je suis homosexuel, le reste du temps, je suis un homme normal qui va acheter son pain et qui, je ne sais pas moi, va au théâtre, au cinéma. Et le queer considère non, que ça colore la totalité des actes de sa vie. Mais c'est militant. Donc, il faut bien voir ici que dans l'université n'accueille plus des chercheurs qui cherchent la vérité sur des objets, mais des acteurs qui cherchent à changer la réalité en dehors de l'université et qui de fait changent aussi l'université. Donc on comprend pourquoi, évidemment, donc on conteste les classiques et dans un premier temps et ensuite on les déconstruit, c'est-à-dire qu'on les utilise un peu comme un punching ball pour exercer sa pratique critique. Et au fond, le passé devient le lieu d'un terrible sorte de chantage. C'est-à-dire qu'on se constitue en tribunal de l'Inquisition face au passé, et on demande au passé, aux figures du passé, de répondre de crimes totalement anachroniques, puisque évidemment c'est par rapport à nos normes contemporaines qu'on peut voir des pratiques anciennes comme des crimes, et on fourbit évidemment les armes pour changer la société aujourd'hui. Et alors, non pas la changer démocratiquement, mais la changer en pratiquant une forme d'intimidation scientifique. Quand Éric Fassin vient participer à un débat, il ne vient pas en disant je suis un militant de la cause homosexuelle, je ne sais pas s'il est homosexuel, mais il est de fait militant. Il vient en disant je suis sociologue enseignant à l'école normale supérieure. Ce n'est pas du tout la même chose. Il vient avec une casquette qui lui donne une figure du pouvoir, qui lui donne un poids. Et s'il est face à un type qui se contente d'être monsieur tout le monde, il dit, écoutez, moi j'ai lu Judith Butler, j'ai préfacé ses livres, je suis un savant. Ce qui est frappant, c'est qu'ils ont récupéré cette figure du savoir, qui est largement un savoir vide, mais comme pur instrument de pouvoir. Ça ne nourrit plus, et ça ne nourrit plus ni les étudiants, ni a fortiori le public qui pourrait s'y intéresser. Alors, le grand absent de tout cela, alors si oui, je pourrais donner un exemple de ça, c'est le dictionnaire de l'hétérosexualité de Georges Bluitin, qui lui est homosexuel, et militant homosexuel, militant noir. Et il a fait un dictionnaire de l'hétérosexualité, en expliquant qu'il fallait qu'il explique aux hétérosexuels ce que c'était que l'hétérosexualité, comment ça marche, etc. Et ce n'est pas un dictionnaire qui est destiné à aider les hétérosexuels à être des hétérosexuels épanouis. Non, c'est un dictionnaire qui leur explique comment leur pratique produit des normes qui génèrent des marges, qui produisent des souffrances. Et donc c'est une façon de criminaliser l'autre. L'absent de tout ça, et c'est significatif, c'est la logique. Le discours des Cultural Studies, il est significatif qu'il soit souvent incompréhensible. Le style est souvent abscon, mais c'est en partie volontaire. Et surtout, la logique est absolument absente. Quand vous lisez Judith Butler, c'est frappant. Et d'ailleurs, Judith Butler est professeure de rhétorique. La rhétorique ne se soucie pas de logique, elle se soucie d'efficacité. L'avocat, il n'a pas besoin d'être logique, il a besoin de faire acquitter son client. Alors, ça me rappelle toujours cette phrase de Debord qui disait chaque être humain, c'est son côté cartésien, est capable d'un minimum de logique. Mais il ajoutait, en codicile, à l'exception notable des crétins et des militants. Alors, les gens des Cultural Studies, je pense qu'il y en a qui sont des militants intelligents et il y en a qui sont, en plus d'être des militants, des crétins. Parce que je pense qu'ils ne sont pas tous intelligents. Il y a les deux. En tout cas, ils sont tous militants.
Alors, des figures récentes de ça. Quand le député Van Est dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas eu de déportation des homosexuels français. Vous vous souvenez de cette affaire? Est-ce qu'on a cherché à savoir si c'était vrai? On a vu arriver un certain nombre de militants, dont beaucoup étaient d'ailleurs universitaires, qui ont dit qu'il n'a pas le droit de dire ça. Van Est, c'est un philosophe de formation, enfin, il a lu quelques livres, et il a d'ailleurs été soutenu par, comment s'appelle-t-il, Serge Klarsfeld, qui est quand même pas du genre à trouver qu'on exagère sur la déportation. Mais il se trouve que, oui, il y a eu des homosexuels déportés de France uniquement dans l'Alsace-Moselle, qui étaient considérés comme des terres du Reich. Sur le reste du territoire, les nazis n'en avaient rien à faire. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient que les Français, c'était une sous-race. Eux, ils trouvaient ça très bien qu'à la rigueur, la sous-race continue ses pratiques qu'ils trouvaient dégradantes. Ils ne voulaient pas de ça pour les Ariens. Donc évidemment, c'est la raison pour laquelle ils ont déporté ceux de l'Alsace-Moselle. Mais, et d'ailleurs, on sait qu'un des grands chefs de la Gestapo française, le fameux Bonny, était surnommé Gestapette, ce qui vous donne une idée de ses pratiques. Donc il était notoirement homosexuel, ça dérangeait absolument pas les Allemands. Ils disaient, mais c'est la preuve que les Français sont dégénérés. Donc Van Est s'appuyait sur des faits. Et ce qui est significatif, c'est qu'une approche universitaire, enfin, l'universitaire a dû se prononcer et dire, écoutez, voilà, il y a les faits, nous on a des documents, il n'y a pratiquement pas eu, il y a peut-être eu 2 ou 3, mais c'est résiduel. Il n'y a pas eu un programme de déportation des homosexuels de France. Comme il y a eu par contre un programme de déportation et de mise en camp des homosexuels allemands. Quand Petré Grenouillot écrit sur l'esclavage, hein, il a écrit un très beau livre sur les traites, les différentes traites, pas uniquement la traite, le triangle transatlantique, mais il a aussi parlé des traites arabo-musulmanes, il a parlé de tout l'esclavage. Il a été attaqué. Il n'a pas été attaqué par des historiens escalités, il a été attaqué par des militants qui sont les tenants d'un des studies dont je n'ai pas parlé, qui sont les post-colonial studies. Le père de ça, c'est Edward Said, qui explique que l'Occident a créé une image de l'Orient, mais lui-même a créé aussi une image de l'Occident créant l'image de l'Orient. Tout ça, c'est de toute façon des discours qui s'opposent. Et au fond, on pourrait résumer ça à un épisode intéressant un événement qui a donné lieu à pas mal d'épisodes, c'est le massacre de Katyn, dont vous avez probablement entendu parler. Il y a eu le massacre de tous les officiers polonais au tout début de la guerre. Et pendant longtemps, on a dit c'est les nazis. Certains ont dit non, c'est les Russes, enfin c'est les soviétiques. Il a fallu attendre 1990 pour que les Russes disent on avoue, c'est nous. Mais il a fallu que le mur tombe. Jusque-là, beaucoup d'historiens français communistes disaient non, c'est les nazis. Ça voulait dire que, évidemment, ils avaient un rapport intéressé à la vérité. Donc, si on garde l'idée de Simon Leys du début, au fond, ils s'en moquaient de la vérité, parce que il ne faut pas décourager Billancourt, le fameux mot de Sartre. On sait qu'il y a le goulag, mais si on dit ça, les prolétaires vont arrêter de militer, et s'ils arrêtent de militer, il n'y aura jamais la révolution, et donc c'est pas grave, on leur ment, mais c'est pour leur bien. Au fond, c'est un peu le même esprit. D'ailleurs, il y a un fond marxisant dans les cultural studies, surtout avec ce prisme dominé-dominant, parce que c'est toujours la revanche des dominés sur les dominants, à partir de discours. Alors, comment en est-on arrivé là? Bon, je l'ai déjà un petit peu dit, c'est le renversement des maîtres, et grâce au paradigme, essentiellement, de la domination. Alors, je vais quand même donner quelques exemples de ce que ça produit comme délire. Alan Bloom raconte que Lucien Goldman, le fameux critique, le spécialiste de Pascal et de Racine, lui a écrit ou lui a dit de vive voix qu'il était très fier et très heureux d'avoir vécu assez vieux pour voir son fils de 9 ans mettre un pavé dans une vitrine en 68. Le commentaire d'Alan Bloom, c'est voilà ce que des années de lecture de Pascal et Racine produisent comme conclusion. Il y a juste détruire une vitrine, c'est pas la peine d'être aussi cultivé. Il y a des gens qui ne savent pas lire qui le font très bien. Alors j'ai deux anecdotes plus récentes. Francis Marmande, que vous pouvez lire régulièrement dans Le Monde, puisqu'il tient une chronique taurine et une chronique de jazz, mais qui est aussi un des membres du centre Roland Barthes, dirigé par Julia Kristeva, tout cela faisant partie de la même galaxie French Theory. Pendant les événements du CPE en 2006, vous vous souvenez, il y a eu un blocage. Moi, à ce moment-là, j'étais moniteur à l'université. Et dans l'université où j'étais, il a, à un moment, réuni les professeurs avec des représentants étudiants. Et il leur a dit,
je suis très fier de ce que vous avez fait, vous avez plus appris en bloquant l'université qu'en suivant mes cours. Ben, je pense que quand on est quelqu'un de conséquent, si on considère que ne rien faire est mieux que suivre ses cours, on démissionne. Il y a des gens qui y croient encore, et ça, c'est un bon symptôme du côté schizo. On jouit des places, mais on évite les contraintes. Ça, c'est assez typique. Le plus terrible, c'est ce qui s'est passé à l'EHESS. Alors l'EHESS, c'est la réserve de tous les plus délirants, de tous les trucs des cultural studies. Il y a des choses très bien, hein, mais il y a aussi des choses délirantes. Et la chose délirante, c'est l'anecdote suivante. Il se trouve que pendant le CPE, il y a eu le bâtiment de l'EHESS a été complètement saccagé par des anarchistes, par des gens qui voulaient... ils ont fait des méchouis dans les locaux, ils ont chié partout, ils ont écrit des trucs sur les murs, enfin, ils ont vraiment vandalisé le monument. Et j'ai écouté sur France Culture, donc on interrogeait une directrice d'études de l'EHESS, on lui disait, bon bah voilà, apparemment dans votre bureau, les murs ont été vandalisés, il y a des inscriptions partout, qu'est-ce que vous allez faire? Réponse de la dame, eh bien, écoutez, nous avons heureusement dans notre équipe une spécialiste des inscriptions murales, elle est déjà au travail. Vous voyez, ça veut dire que l'université devient le lieu où on se réjouit de sa propre destruction, puisque finalement c'est un objet d'étude comme un autre. Et c'est ça l'université postmoderne. C'est, vous voyez, une forme de vide. Alors, ça donne quoi si on fait des grandes oppositions? Dans les années 60, c'était le sur-Racine de Barthes, que beaucoup de gens avaient préféré aux travaux de Picard. Picard, c'était le grand spécialiste de Racine, qui était hyper sérieux. Sauf qu'il y a un certain René Pommier, qui est une sorte de fou furieux, mais qui est amusant. Et vous pouvez aller sur son site, sur Internet. Il a fait sa thèse sur le sur-Racine de Barthes. Il a montré qu'il y a une partie des citations, par exemple, qui se trompe d'attribution dans les pièces. Qu'une fois sur deux, il ne comprend pas le vers. Enfin, que c'est du grand n'importe quoi. Alors, c'est séduisant, c'est bien écrit, mais c'est du grand n'importe quoi. Derrida avait montré que l'histoire de la folie de Foucault, qui reposait surtout sur la fin de la première méditation de Descartes, quand il fait dire, en imaginant que je n'existe pas, je suis semblable à ces hommes qui croient que leur corps est en verre et qui ont peur de se cogner. Et puis, donc Descartes dit, mais quoi, ce sont des fous, et je ne serais pas moins extravagant si je me réglais sur leurs exemples. Foucault dit, regardez, Descartes refuse l'hypothèse de la folie, c'est le siècle de la raison, ça explique leur grand enfermement. Mais Derrida, qui a des défauts mais qui est un bon lecteur, dit non, attention, c'est le contraire. Descartes accepte la possibilité de l'extrême folie et refonde la raison au cœur même de la possibilité de la folie. C'est d'ailleurs la grandeur de la modernité, c'est d'admettre la possibilité qu'il n'y ait plus de fondement. Et ça, Derrida, dans l'article qu'il avait publié, et malheureusement pour Foucault, il est impitoyable. Et c'est récemment, dans ce même magazine, où on voit un journal de gauche donner raison à Raymond Boudon, le grand sociologue de Paris 4, contre Bourdieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une révolution. Boudon, c'est considéré comme un sociologue réactionnaire, etc. Sauf que c'est un type sérieux qui travaille avec des vraies données, qui ne part pas du principe qu'il y a des méchants et des gentils. Donc, il dit voilà comment ça se passe. Après, vous en faites ce que vous voulez politiquement, hein, mais moi, je vous décris la réalité. Alors que Bourdieu, Bourdieu, il veut changer les choses. Et pour moi, il y a deux personnages qui sont caractéristiques de cette université postmoderne. Il y a d'une part Julia Kristeva, qui était la grande prêtresse de Paris 7, dont les livres sont incompréhensibles et qui à peu près racontait n'importe quoi sur tous les sujets qu'elle a traités depuis qu'elle écrit. Et son épigone à Paris 8, qui était Maria Antonietta Macchiocchi, qui était une communiste italienne dissidente, qui avait été députée européen, qui avait été accueillie par Paris 8, qui a écrit un livre constant qui s'appelle De la Chine, où elle raconte sa visite de la Chine maoïste. Elle trouve que tout va bien, que les Chinois ne sont pas atteints par le péché originel, donc le chinois est bon. Les Chinois refusent les augmentations de salaire, ils n'ont pas besoin de syndicats parce que tout se passe bien. Enfin, tout ça en pleine révolution culturelle. Je rappelle la révolution culturelle, 40 ou 50 000 morts. Vous pouvez voir Simon Leys lui règle son compte à apostrophe de façon extraordinaire. Alors elle a écrit ensuite une autobiographie qui s'appelle 2000 ans de bonheur, et c'est censé être ce que Mao lui a dit, en disant je souhaite 2000 ans de bonheur aux femmes italiennes. Et Simon Leys lui a fait remarquer qu'on ne pouvait pas dire 2000 ans de bonheur en chinois, donc il n'y avait aucune chance que Mao lui ait dit ça. La différence entre Macchiocchi et Simon Leys, c'est qu'un il parle chinois, elle non. Et alors Macchiocchi, elle a légué toutes ses archives à l'université Paris 8, et il y a 4 ans, il y a eu un colloque sur Macchiocchi, et notamment il y avait 2 communications, relire De la Chine. Je ne sais
pas ce que ça vous viendrait à l'idée de relire un manuel de statistiques de 1922. Pour ça, ça n'a aucun intérêt. Enfin, le truc ça n'a plus aucun intérêt, enfin, sauf si on fait de l'histoire, mais intellectuellement, ça n'a aucun intérêt. Mais comme elle a légué ces trucs, comme c'est une figure, vous voyez, on met Macchiocchi au même niveau qu'un Dante ou un saint Thomas d'Aquin ou un Averroès, aucune comparaison possible. Alors, évidemment, les perspectives que je vous donne sont assez noires. Qu'en est-il aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut attendre ou espérer? Alors aujourd'hui, c'est l'une des dernières créations institutionnelles. C'est créé à Paris 7 un Institut des Humanités, que j'ai suivi de près, qui propose des nouvelles humanités. Je vous recommande d'aller sur le site. Il y a évidemment dedans tout un truc sur le genre. C'est même d'ailleurs au genre que vont tous les financements. Ils ont... je vais retrouver ça. Ça s'appelle Plurigenre, est une action structurante financée par Paris Diderot qui vise à promouvoir et développer les recherches pluridisciplinaires en études de genre. Elle constitue l'un des 6 pôles scientifiques privilégiés par l'Institut des Humanités de Paris. Donc ça vous donne une idée. Alors, différences sexuelles, normes et pratiques médicales, et des choses... citadinité subalterne en Afrique et en migrations africaines, femmes, genre, dynamique, de la marge. C'est sûr que vous allez tous savoir de l'Afrique à ce moment-là. Sinon, une illustration récente qu'ils ont fait venir Jacques Rancière. Jacques Rancière est venu leur parler. Voici de quoi il leur a parlé. Donc je vous dis simplement l'annonce. L'accent sera mis sur un double aspect des humanités que l'on trouve interrogé de manière originale, pas si originale que ça vous verrez, dans la réflexion de Jacques Rancière. Premièrement, la production sociale et intellectuelle d'une élite à laquelle on peut opposer une autre figure de l'émancipation sociale, la nuit des prolétaires et intellectuels, le maître ignorant. Vous voyez que c'est dominant-dominé, on trouve un peu les mêmes figures. Deuxièmement, le recours à la littérature comme vecteur, et non plus comme fin en soi, de ces humanités lettrées que l'on confrontera à la double exigence démocratique et anarchique qui semble dénoncer au nom de l'émancipation l'effet de capture des sujets indissociables des dites humanités. Donc il ne s'agit plus de lire Aristote pour savoir ce qu'Aristote a pensé, mais d'essayer de leur faire un instrument pour une approche politique. On pourrait citer également la semaine queer de Sciences Po, qui a maintenant presque 10 ans. Alors, ça donne des choses passionnantes. Je vous lis l'article de l'Express de 2013. Alors déjà non, Pressage, parce que Sciences Po est le premier à avoir ouvert un département consacré au genre. Ça s'appelle Pressage, programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre. Je ne sais pas s'il y a des savoirs sur le genre, mais c'est sous ce sigle que s'ouvre en France le premier département officiellement intitulé de Gender Studies, on passe sur le français assez bizarre, dans les murs de l'Institut d'études politiques de Paris. Un événement lorsque l'on sait que les études sur la construction sociale des sexes, ainsi définit-on le genre, créées il y a 40 ans aux États-Unis, ont longtemps été tenues à distance dans les universités françaises, où l'on craignait l'intrusion d'un militantisme féminisme, sikh, de mauvaise aloi. Voilà, et il prévoit d'organiser une semaine queer, et une de mes anciennes élèves y était l'année dernière à Sciences Po, m'a dit la semaine queer, ça a surtout consisté à voir des gens rentrer nus dans les cours, à faire un peu d'animation, et ça s'est arrêté là. Alors, le dernier avatar de cette critical theory, il y en a 2 formes. La première, c'est la creep theory, qui n'est pas très connue encore, parce qu'il n'y a que 2 il y a celui qui l'a créé, M. Macruer, et puis je sais qu'il a quelques disciples en Scandinavie. Les Scandinaves sont très friands des cultural studies. Ils font des relectures des sagas islandaises avec un prisme de Bourdieu ou de Foucault, donc l'anachronisme ne les dérange pas. Donc la creep theory consiste à dire que le handicap, ça n'est pas une réalité physique, c'est une construction sociale. Que évidemment, si on prévoyait que des villes avec que des gens en fauteuil roulant, évidemment, le handicapé ne serait pas handicapé puisque ça deviendrait la norme. C'est évidemment ignorer le donné. Le handicap, c'est d'abord un problème physique, parce que c'est essentiellement creep, c'est au sens physique du terme. Vous voyez qu'à partir du moment où on considère que tout est une construction, et notamment une construction historico-sociale, on peut décider que le donné est nul et non avenu. La biologie, finalement, est mise d'ailleurs par eux sur le même plan que leur théorie, même si la biologie fait toujours l'épreuve de l'expérience pour savoir si sa théorie fonctionne. Les gender studies ne le font pas puisqu'elles sont performatives. Elles décrètent que le genre est performatif, et du coup, ça devient presque une loi. Mais du coup, évidemment, ça le devient.
S'agissant de l'étude des lettres, on peut lire un témoignage dans l'un des derniers numéros de l'atelier du roman d'une professeure qui enseigne là-bas, qui s'appelle Isabelle Daunois, qui est un esprit très, très intéressant sur la littérature et l'enseignement de la littérature au Québec, qui est aussi, alors là, à l'avant-garde de toutes ces histoires. Alors, elle expliquait que ce n'est pas le contemporain qui intéresse, c'est l'hyper-contemporain, c'est-à-dire le truc qui est paru dans l'année. Mais ça ne suffisait pas. Aujourd'hui, au fond, ceux qui étudient la littérature, ce qui les intéresse, c'est d'étudier leurs propres textes. Parce que c'est toujours couplé avec des ateliers d'écriture. Et donc, alors, on pourrait se dire qu'ils vont se lire les uns les autres, mais non. En réalité, ils se lisent eux-mêmes. Donc, au fond, ça veut dire quoi? C'est que d'une certaine manière, avec une métaphore sexuelle un peu osée, je m'en excuse, on pourrait dire que d'une certaine manière, l'université organise une sorte d'onanisme généralisé, où chacun se donne du plaisir ou se contemple, mais évidemment c'est le contraire même de l'expérience de la formation, qui consiste à faire l'épreuve de l'étrangeté des œuvres, à se familiariser avec ces œuvres, à assimiler ces œuvres et en ressortir grandi, plus riche, et dans les œuvres à découvrir une partie de soi qu'on n'aurait probablement jamais découverte. C'est très bien analysé par Proust, et c'est l'épreuve qu'on fait quand on lit Proust en outre. Alors j'ajoute à ça le numérique. Alors le numérique, c'est évidemment particulièrement intéressant. Ça donne les positions de M. François de Closet, qui disait qu'il faut arrêter d'enseigner l'orthographe, vaut mieux enseigner à utiliser des correcteurs d'orthographe. Et vous voyez, c'est cette externalisation du savoir. Mais parce que ça se comprend par l'idée que le savoir n'est pas quelque chose qui nous forme, mais que c'est un pur contenu. À ce moment-là, effectivement, qu'il soit dans mon cerveau ou qu'il soit dans le livre ou dans l'ordinateur à côté, s'il n'est pas loin, c'est pas grave. Mais s'il n'est pas loin, c'est pas grave, ça veut dire qu'il ne me nourrit pas s'il n'est pas dans mon esprit. Or, le seul savoir qui me nourrit, c'est celui que j'ai vraiment appris. Alors, conclusion. Évidemment, les sciences exactes restent globalement à l'écart de ce mouvement délirant, mais subissent malgré tout le problème de l'utilitarisme. À quoi ça sert? C'est-à-dire que quand vous engagez des recherches en physique fondamentale, en mathématiques, il y aura toujours des gens pour vous dire ça coûte de l'argent, quelle est la retombée économique, quelle est l'utilité sociale. Ça prouve bien même que dans les départements de sciences expérimentales, ça n'est plus pour le seul amour du savoir que l'on recherche le savoir. Malgré tout, on trouve encore de l'argent pour faire des accélérateurs de particules qui coûtent plusieurs millions. Et honnêtement, ce qu'on en retire, c'est uniquement du savoir. Et il n'y a aucune application industrielle à court terme. Ce qu'il en reste, c'est donc ce que j'avais annoncé. D'une part, l'utilitarisme, ça c'est le côté libéral, il faut que ça rapporte, il faut qu'on puisse monnayer. Et ça va bien avec l'idée que les étudiants désormais sont des clients. On leur vend une formation en leur disant qu'ils vont pouvoir en faire un métier. Ça, c'était le rôle avant des écoles d'ingénieurs, pas des universités, dont le rôle était d'abord de produire et de transmettre du savoir pour lui-même. Donc, c'est bien la fin des humanités. Les anciens sont considérés comme complètement has-been, puisque vous l'avez vu, on a décidé que le latin et le grec, ça pouvait se mélanger à un truc pluridisciplinaire de découverte. Mais c'est déjà préparé de longue date, cette histoire-là. Je vais être provocant, mais le latin et le grec sont déjà morts depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'on ne fait plus de latin et de grec au collège et au lycée. Quand dans mes cours, j'écris sapere aude au tableau, qu'on trouve dans un texte de Kant, qui veut dire haut savoir, qui est quand même pas compliqué, ils ne sont même pas capables de reconnaître l'impératif et l'infinitif. Après 5 ou 6 ans de latin, donc ça veut dire qu'ils n'en ont pas fait. Si je écris let's do it ou just do it, j'espère que ceux qui ont fait 5 ans d'anglais arrivent à traduire. Celui-là, en allemand, ils sont à peu près aussi nuls. Alors, il me semble pourtant que l'université, en étant un peu amnésique, risque de se retrouver un jour confrontée à ce que j'ai tendance à appeler le principe de Fukushima. Vous savez qu'à Fukushima, il y a une colline, c'est le monde de la mer, et à partir d'une certaine hauteur, il y a une série de stèles dont on n'arrive plus à lire les inscriptions parce que le temps est passé par-dessus, qui datent du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Probablement, il y a des époques différentes. Et jusqu'à une époque récente, jusqu'à l'après-guerre, on n'avait jamais rien construit sous ces stèles. Jamais. Il y a eu le tsunami qui s'est arrêté aux stèles. Ça veut dire quoi? Ils n'avaient pas fait de tectonique des plaques, ils
s'ils n'étaient pas géologues, ils avaient remarqué avec le temps que la mer, le plus haut qu'elle montait, c'était là. Peut-être qu'elle pouvait monter plus haut, mais on ne l'avait jamais vu monter au-dessus. Donc en construisant rien en dessous, on ne prenait pas de risque. Évidemment, ils ont fait la centrale en dessous, donc ça a produit les désastres qu'on sait. Si on regarde les universités aujourd'hui, on peut voir que l'avenir est quand même très sombre. En Scandinavie, beaucoup d'argent, beaucoup de financement vont aux gender studies, cultural studies, post-colonial studies, etc. C'est celles qui reçoivent le plus d'argent, c'est celles qui attirent beaucoup d'étudiants, et c'est celles qui produisent le moins de savoir. Je vous prends l'exemple dans les Black Studies, par exemple, il y a une des plus grandes impostures, ça s'appelle Black Athena. Il n'y a que Michel Onfray pour trouver que c'est un grand livre. Black Athena, par une série d'amalgames, vous dit le savoir grec, le miracle grec, en réalité c'est l'Égypte. Déjà, c'est pas vrai que l'Égypte ait été l'ancêtre, oui, mais les Grecs, ils ont continué. Donc, premier amalgame contestable. Ensuite, ils disent l'Égypte c'est des Noirs. Déjà, ils confondent la haute et la basse Égypte. Les Noirs, ils sont au sud, hein, en Nubie. Et puis les Nubiens, c'est pas le reste de l'Afrique. Mais bon, une fois qu'on est arrivé à la couleur noire, c'est l'avantage, parce que les Black Studies, c'est surtout aux États-Unis, hein, parce que comme ils sont mélangés entre ethnies, évidemment depuis l'époque de l'esclavage, pour eux, c'est noir qui compte. En Afrique, c'est pas noir. Ce qui compte, évidemment, c'est des ethnies. Entre un Peul et un Bambara, n'allez pas leur dire que c'est la même chose. Ils font bien la différence physiquement, ils font bien la différence culturellement, ils parlent des langues différentes, et c'est tout le problème de ces studies, c'est qu'elles ignorent le réel. Elles ignorent le réel dans sa complexité, elles ignorent le réel dans sa richesse, donc elles proposent des simplifications avec un usage politique immédiat, parce que, évidemment, défendre la cause des Noirs, ça marche, défendre la cause des Peuls, personne ne sait ce que c'est. D'ailleurs, les Chinois l'avaient bien compris. Vous savez que le premier parti socialiste chinois, fondé par Sun Yat-sen, en réalité, s'était appuyé sur une société secrète qui s'appelait les Chevaliers Blancs. L'objet des Chevaliers Blancs, c'était de restaurer les Ming sur le trône. Les Ming qui avaient quitté le trône pour une dynastie mandchoue depuis le XVIIIe. Est-ce que vous imaginez que les intellectuels européens auraient apporté leur soutien à un truc qui voulait restaurer les Ming? Ils s'en foutent complètement. En revanche, s'ils disent on est socialiste, on veut émanciper la classe ouvrière, là oui, ça leur parle. Mais vous voyez comment ils ont habillé intelligemment une lutte sino-chinoise sous des oripeaux européens pour recevoir le soutien des Européens, qui d'ailleurs à l'époque étaient pas, les intellectuels n'étaient pas très regardants, donc ils ont apporté ça aveuglément, ils ont continué jusqu'à la fin de Mao, enfin, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et donc les Black Studies, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Donc ça a un usage politique, mais ça n'a aucune réalité. Un noir ne vit pas la même chose qu'un autre noir selon son histoire familiale, selon que d'abord il est aux États-Unis ou en Afrique, selon qu'il est de telle ou telle ethnie, selon que sa famille était plutôt une famille importante ou pas. La condition du noir, oui, éventuellement dans une situation de racisme, ça peut arriver. Enfin, c'est pas le tout de sa vie. Et j'espère en tout cas, et les amis noirs que j'ai me le confirment, que leur vie intérieure est autre chose que la vie d'un noir. D'ailleurs, quand on lit même les auteurs de la négritude, ils ne passent pas leur temps à dire qu'ils sont noirs. Il y a un contenu. Or, il n'y a pas de contenu dans les Black Studies, à part essayer de faire croire que, en fait, Athéna aurait été noire et qu'en fait, ce qu'on appelle le miracle grec, en fait, c'est les noirs. Mais c'est terrible. Ça veut dire, c'est une façon de dire on n'a rien produit. C'est un aveu de dire qu'on n'a rien produit. Au lieu d'essayer de savoir... Et il y a des choses intéressantes. Il y a des mathématiques dans différentes parties d'Afrique qui sont des mathématiques locales. Il y a des réalités culturelles qui sont d'une très grande complexité, d'une très grande richesse. Mais ça implique évidemment de lire, de se cultiver, etc. C'est plus simple d'aller dire, écoutez, les Grecs on connaît, les Noirs on connaît, on mélange et ça fait un best-seller. Ah oui. Alors d'une certaine manière, le maoïsme, on sent qu'il a un peu gagner la totalité de ces cultural studies. Parce que le maoïsme, c'est d'abord une machine de guerre. Une machine très efficace pour prendre, conserver le pouvoir, quitte à tout détruire. La révolution culturelle, c'est ça. Hein. Mao est marginalisé dans le parti. Il envoie les gardes rouges détruire les cadres du parti. Et quand les gardes rouges sont incontrôlables, il envoie l'armée détruire les gardes rouges. Avec famine, cas d'anthropophagie et millions de morts. Mais Mao reste au pouvoir. Et c'est le problème d'instrumentaliser ainsi l'université, c'est-à-dire d'en faire un lieu qui va servir des causes politiques,
Ces causes politiques, je ne me prononce pas sur leur bien fondé, mais leur lieu, c'est le débat public. C'est pas d'aller faire croire qu'elles auraient un magistère sous prétexte que c'est un professeur en chaire qui le dit. Alors, je vais conclure. Donc, dans cette université, ce qui rend ça possible, c'est qu'il n'y a plus de transcendance, c'est que le seul maître qui reste, c'est celui qui a détruit les maîtres. Ils ont confondu volontairement magistère et dominus, les deux mots latins pour dire le maître qui enseigne et le maître qui domine, et donc ils ont fait croire que le magistère était un dominus. Et du coup, eux sont devenus les vrais dominus, parce que c'est eux qui, ou les domini, c'est eux qui dominent le champ universitaire. Évidemment, plus de classiques, sauf pour les accuser, les démonter, les déconstruire, les dénoncer, mais, et puis montrer que le passé était vraiment un moment et une période d'injustice terrible. D'ailleurs, les élèves que j'ai disent toujours « à l'époque ». Résultat de la scolarité. À l'époque, ça veut dire avant. Il n'y a plus de différence. Le passé est indifférencié. Pour eux, la Révolution française, ça s'est passé, je ne sais pas, en 1920. C'est très très flou. Napoléon, ils ne savent pas du tout quand il est mort. Ils ne savent pas s'il est avant ou après Louis XIV. Je parle de gens qui sont en terminale et qui sont des bons élèves même. Mais comment pourrait-il le savoir si on ne leur a jamais enseigné ? Non, dans les programmes, c'est plus enseigné. Non, c'est criminel ce qu'on fait subir aux élèves, parce que les élèves qui sont pleins de bonne volonté, pour un certain nombre d'entre eux, comment pourraient-ils apprendre ce que l'école leur enseigne ? J'ai des élèves chez lesquels il n'y a pas beaucoup de livres à la maison. Donc ce que l'école ne leur enseigne pas, ils ne l'apprennent pas chez eux. Oui, mais c'est le rôle de l'école de leur enseigner ça. Et l'école l'a fait longtemps, jusqu'à ce que Bourdieu et ses épigones rentrent en action. Alors, d'une certaine manière, cette université est un peu un lieu de résilience agressive. C'est résilient pour ceux qui font les gender studies, mais c'est agressif pour tous les autres. Donc c'est une sorte de demande de rançon symbolique un peu permanente. Il faut dire que le regard est vide, puisque c'est plus un regard cultivé, un regard curieux, un regard aimant. C'est plutôt un regard plein de haine. Alors, le portrait robot de ce qu'on déteste, c'est l'homme blanc, hétérosexuel, chrétien, occidental. Et qui le déteste le plus ? L'homme blanc, hétérosexuel, chrétien, occidental, chrétien de culture, Éric Fassin. Éric Fassin, je crois qu'il est hétérosexuel, il est homme blanc, hétérosexuel, il est comme nous tous, il a grandi en France, donc dans un pays chrétien, et il est donc occidental. Mais il déteste autant que possible chacune de ses caractéristiques. Donc toute identité qui peut aller contre celle-là devrait finalement être utilisée. Alors je conclurai avec un petit mot de Simon Leys, celui avec qui j'avais commencé, qui permet de comprendre ce qu'il en est de tout cela. Les impostures intellectuelles et les charlataneries à la mode requièrent d'habitude une phraséologie prolixe et un jargon obscur, tandis que les valeurs essentielles peuvent généralement se définir de façon claire et simple. Et c'est pour ça que sa définition de l'université était claire et simple. Si vous voulez approfondir, je vous recommande 2 ouvrages parus la même année, l'un aux États-Unis, l'un en France, en 1987, La barbarie de Michel Henry, qui inscrit cette crise de l'université dans une crise plus générale de la science. Pour lui, ça remonte à Descartes, c'est le problème de l'abandon de la qualité pour la seule quantité dans la science, et L'âme des armées de Alan Bloom. Bon, je vous remercie. Si vous avez des questions... Oui. Oui, donc on va prendre quelques questions. Comme l'exposé était long... Je suis désolé, oui. On va en prendre que quelques-unes, après on aura le temps de discuter plus tard. Très bien, oui. Donc, Thomas. Merci. Alors effectivement, j'ai beaucoup de choses à poser, donc forcément je serais frustré parce que du coup le temps malheureusement file entre mes doigts. Je suis d'accord avec, on va dire grosso modo les 2 tiers de ce que vous avez dit, notamment sur le fait que j'estime que l'on peut être adepte des sciences sociales tout en prenant en compte les figures d'autorité, les auteurs dont vous avez parlé, qui produisent des normes qui sont structurantes, que ce soit pour les enfants, pour les petits comme pour les grands. Je suis d'accord avec tout ça. Mais alors, malgré tout le respect que je vous dois, vous êtes bien plus fort en philo qu'en sociologie. Ah oui, ça je reconnais volontiers. Ce que je veux dire, c'est que, alors du coup, forcément, comme je l'ai dit, je vais être frustré, donc je vais essayer d'être très rapide et forcément je serai partiel. C'est que, il me semble que c'était dans les années 30, que Marcel Mauss avait défini qu'il y a un usage social du corps, n'est-ce pas ? Le fait que, par exemple, vous portiez un costume avec des baskets, il y a 10 ans encore, ça ne se faisait pas. Et on se dirait même c'est une berlue. Depuis quand un type pareil va m'enseigner la philosophie. Mais
de nos jours, c'est socialement accepté selon certains groupes sociaux, donc il y a bien un usage social du corps. Et selon la période, la vie d'un être humain, que ce soit, et d'ailleurs c'est en ça que j'ai bien aimé la comparaison quand vous parliez de l'homme noir, que selon son expérience personnelle, son pays, sa nationalité, son histoire, l'époque, etc., ben là on fait de la sociologie, effectivement. Et ce n'est pas forcément être dans tout le relativisme, être dans la déconstruction où finalement plus rien n'a de valeur, que tout se vaut, que ce soit les références d'aujourd'hui comme celles d'hier, justement qui ne sont que des références où on aplanit tout. Selon moi, pas du tout. Et alors maintenant, j'en viens à ce qui m'intéresse le plus, c'est le genre. Le genre, ce n'est pas le sexe. Le sexe, c'est avec quoi on est. Avec quoi on est. Donc il y a le sexe masculin et le sexe féminin, je ne vais pas vous faire un dessin. Et puis il y a le genre. Et puisque j'ai parlé de Marcel Mauss à l'instant, du coup je vais essayer de faire un bref mélange un peu bizarre parce que je vais très vite, mais c'est que finalement le genre est ni plus ni moins que l'acception sociale que l'on a de notre sexe selon les groupes sociaux. Par exemple, parce qu'il était notamment question de l'hétérosexualité, de l'homosexualité, etc., dans certains groupes sociaux, le fait d'être un homme qui apprécie un coucher de soleil et qui apprécie Proust, qui était homosexuel, et ben ça sera valorisé socialement. Ah, vous serez sans doute quelqu'un qui a du goût, un homme sensible, etc. Dans d'autres groupes sociaux, vous serez une tapette. Parce que ce groupe social-là préfère je sais pas moi, la moto et le foot. Et donc, quelque part, le genre, c'est ni plus ni moins que ça. Il ne s'agit pas, selon moi, enfin après je suis assistant social et donc je travaille notamment à la protection de l'enfance et je peux vous dire des histoires sordides, j'en ai vu, et que malgré tout, en tant que professionnel, on se doit d'avoir du recul sur ce que l'on fait, tout en même temps être garant de certaines normes et en l'occurrence celle de la loi, bien entendu. Donc du coup, finalement, le genre, du moins je l'espère, et jusqu'à présent je ne l'ai jamais vu, il ne s'agit pas de venir dans les écoles et de dire aux gamins, il n'y a pas de problème, tu peux être neutre, tu peux être un homme et le lendemain une fille. Je ne pense pas. D'ailleurs, je suis assistant social, c'est à 95% un métier exercé par des femmes. Donc finalement, est-ce que je serais pas complètement un homme ? Ou est-ce que dans ce cas-là, on fait l'effort de faire de la sociologie, dire que peut-être dans mon parcours de vie, et que d'ailleurs, je vous le dis comme ça entre nous, je ne suis pas homosexuel, donc même si je fais un métier majoritairement exercé par des femmes, pour autant, je ne corresponds pas à certains clichés que l'on peut avoir. Et voilà, et donc je ne sais pas si vous pouvez vous accommoder de ce globi-boulga, comme j'essaie de donner la parole aux autres après aussi. Mais voilà, du coup, en fait, ce que je voulais vous dire, si je peux me permettre, c'est qu'il me semble que vous confondez constats scientifiques, comme par exemple Van Gennep qui a théorisé l'adolescence à 100 ans à peu près, à partir du moment où la société est passée de société holiste à individualiste, au sens sociologique du terme, c'est-à-dire qu'il y a une privatisation du sens de l'existence. Et dès lors, lorsque le gamin a 12-13 ans et qu'il commence à avoir les hormones qui poussent, il va chercher l'adhésion de ses pairs, PAIRS, et non plus justement des parents, etc., de ses aînés qui transmettent le savoir. Et ça, Van Gennep l'a superment dit au début du XXe siècle. Et donc pour conclure, voilà, je pense que vous mélangez les constats théoriques et le militantisme de certains sociologues, notamment de Bourdieu, etc. Alors, d'abord, je suis pour le moment effectivement plus philosophe que sociologue, mais j'ai rien contre la sociologie. Je voudrais dissiper tout de suite. Non, mais ça peut donner l'impression dans votre question. Ensuite, je ne nie pas du tout le genre. Ce qui me dérange, c'est pas le genre comme réalité historique. Ça, bien sûr que être homme, être femme, c'est pas la même chose d'une société à l'autre, d'une époque à l'autre, d'un milieu à l'autre. Ça, c'est une évidence. Ce qui est gênant notamment les écrits de Judith Butler et des gens comme ça, c'est le fantasme d'une indifférenciation. Ça, c'est militant, d'une part, et c'est aussi le fantasme d'une possibilité un peu d'auto-fondation, enfin d'auto-création de soi, comme si nous pouvions précisément être totalement détachés de toutes nos attaches sociales et de toutes nos attaches historiques. Or précisément, nous vivons à une certaine époque, alors nous pouvons la juger, nous pouvons la critiquer cette époque, mais nous en sommes quand même tributaires. C'est comme critiquer sa langue, on le fait avec sa langue, mais on a besoin toujours d'une langue pour le faire. Donc bien sûr, on ne sort pas de là, ça je suis absolument d'accord. Il y a un sociologue que j'aime en plus particulièrement, qui est Paul Lyonnais, qui est mort maintenant, qui était un sociologue de la famille, mais qui était un sociologue qui prétendait pas changer les choses, qui essayait de comprendre comment ça marchait, et dont les travaux étaient particulièrement éclairants, notamment ses derniers travaux sur la mort sont absolument passionnants. Malheureusement, il n'a pas fini, il est mort avant. Oui, mais il devait y avoir 3 volumes, il n'y en a eu qu'un, mais il a écrit des choses passionnantes sur le sport aussi.
Et une sociologie en plus que... Enfin, il a travaillé sur des sujets que les sociologues, justement, négligent souvent, considérant que c'est pas important. Il a commencé par le PMU. Donc, il a créé cette idée, cette méthodologie qui était la participation observante. C'est-à-dire qu'il était au cœur des choses, et donc ça lui permettait de ne pas apparaître comme étant un scientifique, et du coup, évidemment, il avait une réalité qui était plus authentique que si il a été arrivé avec son petit micro et son petit calepin, et là, forcément, les gens... Bon, voilà. Exactement. Et sachant qu'il avait lui-même pratiqué, donc il pouvait avoir une empathie avec les autres. Bon, ensuite, je pense que la sociologie est non seulement intéressante, mais elle est en plus utile, notamment pour l'action politique. Ça permet de savoir un peu quelles sont les réalités avec lesquelles on a affaire. Et, donc j'ai aucun... Ce qui me gêne dans la sociologie de Bourdieu, c'est pas tout ce qu'écrit Bourdieu, mais dans la domination masculine, il y a quand même des choses absolument, moi je trouve idiotes, ou particulièrement orientées, c'est-à-dire qui fantasment. Dans les héritiers et la reproduction, il fait un constat au départ qu'on peut partager, qui est statistique. Après, il fait des préconisations qui ont conduit à, c'est dans le Marianne du jour, de la semaine, on est de 25% de fils d'ouvriers à la Polytechnique à 5. Et on a suivi les préconisations de Bourdieu depuis 40 ans. Moi, ça me gêne de voir quelqu'un qui est professeur de sociologie au Collège de France qui va manifester avec les syndicats. Quand on est sociologue, en tant que sociologue, on ne peut pas vouloir changer ce qu'on fait. Alors le pire, c'est les Pinson Charlot, j'en parlais, qui travaillent sur les ghettos du Gotha et tout ça. On voit dans leurs écrits qu'ils veulent détruire leur propre objet. On n'imagine pas un physicien qui rêverait que l'atome disparaisse. C'est scientifiquement gênant. Et là, c'est même au-delà, ça va au-delà de la sociologie. C'est-à-dire que c'est un problème de parti pris. Ça veut dire que ces gens-là ne s'intéressent pas au savoir, ça veut dire qu'ils ne cherchent pas la vérité, ils ne cherchent pas à comprendre, le réel ne les intéresse pas. Et ce n'est pas tous les sociologues, naturellement, hein. Mais c'est le cas dans les cultural studies, parce que le principe de départ, le présupposé, c'est de faire payer une dette. Parce qu'à chaque fois, ce n'est pas des objets nouveaux d'études. On a toujours fait... on n'a pas attendu les années 60 pour écrire des choses sur les femmes, sur les Noirs, etc. Non, qu'est-ce qui caractérise particulièrement les cultural studies? C'est que souvent l'objet et le sujet sont identiques. C'est que les women's studies, il y a quasiment que des femmes. Les black studies, il y a quasiment que des noirs. Et le problème, c'est que un noir, qui vient vous faire sa conférence sur la douleur des noirs, vous n'allez pas lui dire qu'il a tort, parce qu'il souffre vraiment. C'est probablement sincère ce qu'il dit. Mais où est-ce qu'on peut avoir un débat scientifique? Non, c'est de la psychanalyse là. Il vient nous expliquer qu'il souffre. Ce qui encore une fois est souvent réel et pas du tout à mépriser, mais ça n'a pas sa place à l'université. C'est ce que je veux dire. C'est pas le bureau des pleurs, l'université. C'est un endroit où on établit des faits. C'est un endroit où on étudie des œuvres. C'était en tout cas ce que ça a été. Aujourd'hui, c'est un endroit où on dit qui sont les méchants et on dit qui souffre. Ça ressemble plus à une clinique pour moi qu'à une université. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'effectivement, il y a quelque chose d'assez détestable aujourd'hui qui est assez à la mode dans le milieu de la sociologie, c'est de faire des laboratoires. Voilà, mais la sociologie de Boudon était assez, moi j'avais un peu lu, qui était quand même assez, qui avait pas mal d'ailleurs démonté les trucs de Foucault, c'est-à-dire les paralogismes, le problème logique de son œuvre. Disant la prison accroît la récidive parce qu'il constate que les gens quand ils sortent ils récidivent. Boudon rappelle que quand ils sont en prison ils récidivent pas. Oui, mais ça Foucault le voit pas. C'est un homme de son temps. Mais non, c'est quelqu'un qui a décidé, ses héros c'est les drogués, c'est les assassins, c'est mai 68, mais voilà, mais est-ce que ça, on est passé de les héros, c'était Dante, Goethe et Shakespeare, à comment il s'appelle, Monsieur Rivière là, qui avait tué ses parents, etc. C'est quand même problématique. On comprend qu'il n'y a pas d'avenir. Les personnes vont se former là-dedans, au fond, il n'y a pas de autant fermer tout. Ce truc n'a pas grand intérêt. Heureusement, il y a des îlots qui survivent, qui continuent d'étudier les œuvres, mais ça devient difficile. Et ça va l'être de plus en plus. D'autres questions? Oui, si toute transmission est une oppression, qu'est-ce qui donne aux cultures législatives leur légitimité? Parce
que c'est pas... Mais parce que précisément, elles ne transmettent rien. Le principe des cultural studies, c'est le principe marxien des aliénations. Le prolétaire, en fait, il veut être mieux payé, il veut plus de vacances. Et puis, le militant marxiste lui dit non, il faut la révolution, tu es aliéné, c'est pour ça, tu as des désirs bourgeois, mais tu es prolétaire, tu as des désirs de prolétaire. Et donc, son but, c'est de lui faire prendre conscience de son oppression et de son aliénation. Alors qu'il y a des prolétaires qui étaient pas forcément toujours maltraités et qui étaient parfois très contents, très fiers de leur travail. Et en plus, d'ailleurs, il y a un courant dans la gauche française de haine du travail, qui est une sorte de maladie du marxisme français. C'est-à-dire que jusqu'aux années 50, les gens étaient fiers de leur travail. Ils travaillaient bien, il y avait une qualité française parce que les gens étaient fiers de ce qu'ils faisaient. Ils voyaient le résultat, peu importe le salaire. Peggy le raconte très bien dans L'argent. Il dit les gens travaillaient pour le travail, pour la fierté du travail fini, pas pour le salaire. D'ailleurs, ils étaient tellement peu payés que valait mieux. Et on a commencé à dire aux gens, le travail, c'est pas important. De toute façon, le travail, c'est que l'oppression. Ce qui compte, c'est ce qu'on vous donne en échange. Et tant qu'on ne vous donnera pas pareil que le patron, vous serez oppressé. Et ce qui, évidemment, ne peut pas arriver. Donc, ça crée une psychologie de ressentiment absolument insoignable. Ça crée une haine du travail. Et on transmet quoi à ce moment-là? On transmet simplement cet éveil, entre guillemets, parce que c'est leur idée. Vous pensez que vous êtes un homme, mais en fait, on vous a déterminé à devenir un homme, on vous a conditionné à devenir un homme. Certes, vous avez des organes génitaux masculins, mais... Non, mais c'est ce que dit Judith Butler. C'est pas moi qui le dis. Cette idée, c'est que... c'est tout le sens, d'ailleurs, des gender studies à l'école. C'est de permettre aux enfants, alors soit de manifester leur genre de la manière qu'ils veulent, si c'était que ça ne me dérangerait pas, mais il y a aussi cette idée que en Suède, ça donne les crèches neutres, où ils ont réinventé, alors il se trouve que je connais les langues scandinaves, ils ont réinventé un pronom neutre qui a existé avant le XVe siècle, ils en ont inventé un autre, il y a han et hun, han c'est il et hun c'est elle, ils ont inventé hen, qui est... Je veux dire ça, non mais même en termes freudiens, c'est une régression, parce que le principe du développement psychologique, c'est qu'on va du ça au moi. Alors ça se fait par des limitations, des refoulements et tout, mais ça se fait surtout par des déterminations. Et toute détermination est un sacrifice, forcément. Si je me découvre homme, je me découvre pas femme. Je peux pas me découvrir les deux. Ou alors je suis vraiment... Pardon ? Il n'y a pas à se découvrir homme. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si je prends conscience de mon genre, d'un genre, je ne prends pas conscience de l'autre. On ne peut pas prendre conscience en soi-même de son genre. Il est construit certes par l'individualité, mais aussi et surtout par la société. Oui, mais bien sûr, mais l'enfant... Tout à fait, mais l'enfant, ce que je veux dire, il y a un moment où l'enfant prend conscience qu'il y a une différence sexuelle, qu'il y a garçon et fille. Bon, souvent c'est en regardant ses parents, pareil que papa, pas pareil que maman. Enfin, et ça, c'est une prise de conscience. Oui, mais qui va déterminer ensuite la construction du genre. Bien plus tard. Si ses parents lui disent « Ah, mais tu vas jouer aux petites voitures, non, mais... surtout pas faire de la danse », effectivement, là on est dans le genre. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va... À partir du moment où il prend conscience de son sexe biologique, c'est une réalité pour lui. Il va reconnaître un semblable chez les autres garçons et une différence chez les filles. Ça crée une division de l'humanité entre garçons et filles. Il se reconnaît membre d'un groupe et pas d'un autre. C'est tout simplement... C'est juste ça que je dis. Donc ça veut dire qu'il reconnaît qu'il appartient à un groupe et pas à un autre. Donc toute détermination est un sacrifice, c'est tout. Après, la manière et les formes que ça prend, je suis d'accord que ça varie. Mais ce que je veux dire, c'est que toute détermination est un sacrifice. L'idée de la neutralité, c'est l'idée d'indétermination, donc de non-sacrifice. C'est le fantasme du possible infini. Et donc, tout réel est la renonciation à un certain nombre de possibles. Ça, c'est oui, alors... Si les Scandinaves ont envie de faire des écoles neutres, c'est qu'ils n'ont pas compris quel était le concept du genre. On est déjà dans le projet politique. Mais non, mais bien sûr que c'est un projet politique. Le problème, c'est que ce qui est choquant, c'est que c'est un projet politique qui ne se fait pas sur des adultes qui pourraient choisir librement si le projet leur plaît. C'est ce qui se passe dans une démocratie. Hein. Une fois qu'on est adulte, on peut dire le projet me plaît ou me plaît pas. Mais quand l'enfant il a 3 ans, il ne sait rien. L'enfant, il est la responsabilité des adultes et les adultes doivent lui donner... Mais
moi je donne comme exemple, parce que leur idée c'est que si on impose un genre à l'enfant, c'est une violence, parce que finalement on ne lui permet pas de choisir. Bon, on lui impose une langue. On pourrait dire c'est une violence. On lui parle suédois. Pourquoi on ne lui parle pas russe ou chinois? Alors, on dira les parents ne parlent pas russe et chinois. Mais à la rigueur, ils pourraient embaucher quelqu'un. Mais il faut bien de toute façon qu'on lui apprenne une langue. Donc, de toute façon, grandir, se développer, c'est se déterminer. C'est ça, toute la philosophie de Kant et toute la philosophie allemande, dans la philosophie de l'esprit, c'est ça. C'est la manière dont l'esprit se ressaisit sans arrêt dans une forme nouvelle, dans une forme, à chaque fois dans une forme nouvelle, donc autre que la précédente. Donc je passe par des phases successives, je traverse des apparences, c'est-à-dire je quitte des états, je quitte des illusions. Et donc c'est d'ailleurs les étapes de la conscience sont décrites par Hegel comme un chemin de croix, donc comme quelque chose de douloureux. Le fantasme des gender studies à l'école, je veux dire les trucs crèche neutre, c'est l'idée d'une enfance heureuse où il n'y aurait jamais renoncement et jamais arrachement, mais ça veut dire jamais détermination. La première fois qu'une mère dit non à son enfant, c'est douloureux, mais c'est parce que la mère va pouvoir dire non à son enfant que l'enfant va pouvoir accepter qu'il y a une réalité qui lui résiste et qu'il va pouvoir devenir un adulte. Et qu'en est-il des enfants qui sont en conflit de genre, plutôt des adolescents? Alors, d'abord... Ça aussi, il y a une souffrance quand même. Oui, mais il ne faut pas anticiper ça. Ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que ce n'est pas à 3 ans que ça se manifeste effectivement plus souvent vers l'adolescence, pour la majorité d'entre eux. Donc, foutons-leur la paix jusqu'à l'adolescence. Après qu'à l'adolescence, on soit attentif et qu'on les écoute, parce que c'est surtout ça le problème. Le problème, c'est pas de leur faire lire de Judith Butler. Ils ont besoin de théorie. Voilà, ils ont besoin d'écoute. Le problème, c'est qu'ils ont besoin d'écoute. Les gens des théories du genre, ils n'écoutent pas.